Euh, voilà, donc enregistrement en cours. Bah, déjà, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour toutes et toutes de France ou des dom-tom, par exemple. L'avantage de la visio, hein, quand même, c'est de pouvoir se réunir à. Je dis toujours, le Covid n'était pas forcément une bonne chose, bien sûr, mais enfin, ça nous a au moins appris à nous réunir. On aurait fait une réunion en présentiel comme ça aujourd'hui, on n'aurait évidemment pas eu autant de monde et de provinces, etc. Donc, moi, je suis Danielle Valero, donc voilà, première adjointe à Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne, c'est la préfecture de l'Essonne pour me situer, donc banlieue parisienne. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième séance de nos web-séries. Et donc, c'est Gilbert qui va vous parler de élus santé publique et territoire et de ce qu'on veut faire avec tout ça. Et puis après, moi, je reprends la main sur la thématique d'aujourd'hui. Pensez à bien, mais je vois que tout le monde l'a fait bien, fermer vos micros pour éviter les petits bruits parasites. Et puis, quand on en sera à demander la parole, vous savez que dans réaction, en bas, là, il y a un petit truc pour lever la main. Bon, mais comme tout le monde est très féru de Zoom maintenant, vous savez tout ça par cœur. Gilbert? Bon, merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'abord que vous soyez nombreux à ce webinaire. Donc, la nouvelle équipe SPT a décidé de mettre en place des webinaires. Cette année, il y en aura 4. Donc, celui-ci est le deuxième. Il y en aura 2 autres d'ici la fin de l'année. Et l'an prochain, nous continuerons sur probablement la thématique santé environnementale, mais enfin, ça, on en discutera en Assemblée générale. Alors, ESPT, c'est un réseau d'élus et d'élus qui ont des mandats ou des appétences sur la santé. Et donc, nous sommes des élus qui essayons de réfléchir à ce que peut être la mission d'un élu local dans la santé publique et auprès des populations, parce que nous sommes convaincus que l'échelon local est vraiment un échelon où on peut faire des choses. Alors, vous savez que ce n'est pas une compétence réglementaire des villes ou des EPCI, mais c'est une compétence que plusieurs villes, et la plupart des villes et de plus en plus de villes utilisent au profit des populations. Donc, notre association représente à peu près une cinquantaine de communes ou de communautés d'agglomération qui vont de petites villes jusqu'à des très grandes villes, y compris Paris. Et nous sommes en train de réfléchir donc sur l'ensemble des domaines qu'un maire ou qu'un élu local peut aborder, que ce soit la santé mentale, la santé environnementale, la démocratie en santé, l'attractivité des professions de santé et bien d'autres. Voilà. Donc, nous sommes des gens qui sont dans la pratique, dans l'opérationnel. Donc, nous ne sommes pas une société d'études ni une société savante. Nous nous appuyons évidemment sur un certain nombre d'experts. Plusieurs d'entre nous viennent de professions de santé, mais l'essentiel, c'est de partager et de trouver des solutions ensemble. Voilà, je nous souhaite un bon webinaire et je te rends la parole, Daniel. Merci, merci Gilbert. Alors d'abord, je m'excuse, mais j'ai une maladie du nez pour laquelle je serai opérée d'ailleurs très bientôt, mais qui est liée à de l'asthme avec. Et donc, si vous m'entendez étouffer, tousser, etc., vous inquiétez pas, il y a d'autres collègues qui peuvent m'aider. Et puis Pascal Échard, donc, qui vient de prendre la main sur le diaporama, comme on disait dans le temps. Pascal Échard, t'es où Pascal? Pascal Échard-Bezeau, donc je dis souvent ma directrice. Voilà. En mode sans les diapos sur le côté, excusez-moi. Oui, alors Pascal, je dis souvent ma directrice, mais ce n'est pas ma directrice à moi toute seule quand même, c'est la directrice du service santé de la commune. Oui, alors, déjà, je voulais faire un petit point d'historique sur la place de l'élu et comment, au fur et à mesure des années,
la santé est devenue une priorité pour tout le monde et du coup, la place de l'élu à la santé est devenue une priorité. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait quasiment pas d'élus à la santé et quand par hasard, il y avait un élu à la santé, en général, c'était un maire adjoint en charge des affaires sociales, virgule, des seniors, virgule, du handicap, virgule, de la santé. Et encore quand c'était signifié. Et puis, parce qu'évidemment, Gilbert l'a dit, la santé n'est pas une compétence ni communale ni intercommunale, donc voilà, c'était de l'ordre du libéral. Je vais vous donner l'exemple. Dans les années 80, moi, je suis chirurgien dentiste. Le jour où j'ai acheté un appartement, non, repris un cabinet dentaire dans ma ville, j'ai vissé ma plaque de docteur sur le mur, mais j'ai été voir la DAS, évidemment, à l'époque, mais je n'ai jamais été voir la mairie. Personne ne savait que je n'avais surtout pas besoin de la mairie pour m'installer. C'était donc une autre époque. La médecine reposant essentiellement évidemment sur le libéral. Et puis, il y a eu la création des sujets politiques de la ville, dans les villes qui avaient des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la mienne. Et là, on a commencé, par la politique de la ville, à commencer à s'intéresser au sujet par la création, vous en avez sans doute évidemment dans vos villes, des fameux ateliers santé-ville. On a commencé un peu comme ça, ateliers santé-ville. Qu'est-ce qu'on faisait, un peu de prévention, on allait voir un peu les partenaires, etc. Ça a finalement commencé comme ça. Et puis, là-dessus sont venues la possibilité de travailler des contrats locaux de santé, mais surtout, la santé, par l'histoire de la désertification et du manque de médecins et de professionnels de santé dans de plus en plus de territoires, et bien finalement, au fur et à mesure, les maires, les villes, les agglos maintenant, se sont saisis de cette histoire santé, tout bêtement, parce que quand ils croisent, et ça vous arrive tous les jours, quand on croise des habitants en conseil de quartier, en conseil d'école ou je ne sais pas où en ville, et ben régulièrement, on vous dit, monsieur le maire, il n'y a plus de médecin, il n'y a pas d'orthophoniste, qu'est-ce que vous faites en gros? Et donc, dans les derniers mandats, au fur et à mesure du temps, les villes dans lesquelles c'était le plus problématique se sont vraiment saisies de ces histoires de santé sur cette partie qu'on pourrait appeler offre de soins. On s'est mis à construire des maisons de santé, on s'est mis à gérer des centres de santé, etc. La santé est devenue une priorité des villes. Et ce qui a aussi bougé pas mal, c'est que, je vous disais juste avant le maire adjoint au social, il avait social, santé, senior, des fois handicap, etc. Là, on trouve maintenant, et c'est mon cas, des élus proprement délégués à la santé. Moi, c'est mon cas puisque j'ai la transition écologique et la santé. J'ai les seniors, mais je ne suis pas du tout liée, enfin, je n'ai pas le social du tout. D'autres élus maintenant, j'ai le cas à Corbeil, à côté de chez moi, ma collègue qui est maire adjointe à la santé, elle a urbanisme et santé. Donc, en fait, dans le plus grand nombre de villes, dans beaucoup de villes, on a déconnecté santé et social parce que c'est pas, la santé, ce n'est pas qu'une affaire de CCAS, hein, c'est justement une affaire de liaison à la transition écologique, de liaison à l'urbanisme et d'offre de soins, et pas que pour les personnes qui relèvent du CCAS, donc il faut bien déconnecter. Enfin, dans plein de villes, ça se fait. Donc, au fur et à mesure du temps, et voilà, d'ailleurs, on en est la preuve ce matin, hein, des maires adjoints à la santé, des conseillers municipaux délégués à la santé, des agglos qui ont maintenant des compétences santé. Voilà, tout ça a beaucoup évolué avec le temps. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait très, très longtemps que moi, je me battais chez moi pour sortir la santé du social, ce que j'ai réussi à faire. Et puis, alors, pour moi particulièrement, parce que je vais vous parler de ma ville, bien évidemment, pendant mon déroulé, mais après, ça sera évidemment votre tour. Pour moi particulièrement, parce que je suis première adjointe et que du coup, comme j'ai évidemment la coordination de l'équipe, mais surtout la transition écologique qui est placée en premier. Quand c'est le premier adjoint qui a la transition écologique, ça indique quand même un signe. Et j'ai la santé, du coup, ces sujets-là sont très hauts dans le tableau, qu'on appelle le tableau des adjoints. Très haut dans le tableau parce que c'est une priorité sur notre ville, à la fois la transition écologique et la santé. Alors, Pascal, donc on avait le sommaire. Tu peux le faire, Pascal? Je suis pas sûre, j'ai pas du tout la main, donc. On va y arriver. C'est bon, vous voyez le sommaire, oui. Oui, non, je ne le vois pas là. Tu n'as pas cliqué, en fait. Il faut que tu cliques sur le deuxième. Là, on n'a que le premier. On n'a que la première slide. Alors, attends, désolée, je vais être obligée de peut-être repartir dedans.
Bon, donc ce que je voulais vous dire, bon, c'était rapidement, donc cette historique, Voilà. comment au fur et à mesure… Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux passer à la suivante, Pascal. La photographie Ça, c'est fait, tu peux passer à la suivante. Voilà. Moi, je vous présente donc Évry Courcouronnes et comment je travaille et comment on travaille et ce qu'on fait. Et puis après, on reviendra parce qu'évidemment, la place de l'élu à la santé, ça dépend quand même beaucoup de la taille de la ville. Autour de la table visio, on a des élus de très grosses villes, on a des élus de plus petites villes, on a des élus à la campagne, en rural, en ville, on a même des élus des dom-toms. Et donc, évidemment, la place de l'élu à la santé, suivant la strate dans laquelle on se situe, c'est évidemment pas la même. Il n'y a pas des maires adjoints à la santé partout. Voilà. Donc, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est une fusion de villes, hein, c'est-à-dire qu'on était Évry d'un côté, préfecture de l'Essonne, et Courcouronnes de l'autre. Aujourd'hui, donc, une ville fusionnée qui a été créée en 2019 et donc 70 000 habitants, préfecture de l'Essonne. Historiquement, c'était deux villes qui étaient déjà très investies sur la santé. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a une qui était à gauche et l'autre était à droite, enfin, historiquement, classiquement, on va dire. Mais on avait, comme on a les mêmes sociologies, les mêmes QPV, les mêmes problématiques, on avait travaillé déjà ensemble alors qu'on n'était pas fusionnés. Les problématiques de santé, les problématiques de réussite éducative, d'éducation, etc., parce qu'on était sur le même type de territoire. Évry-Courcouronnes, c'est 30 km au sud de Paris, quand vous prenez l'autoroute du Sud pour aller vers Lyon, vous situez. 9 QPV, pour vous dire quand même, on a 55 000 habitants de la ville qui sont en quartier politique de la ville. Quand même, ça dit des choses sur les revenus des gens et ça dit des choses, bien sûr, sur les inégalités sociales et territoriales. Et c'est pour ça qu'on avait déjà beaucoup travaillé ensemble, sociales, territoriales et d'accès, évidemment, à la santé. Donc, des ateliers santé-ville, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on a pu en avoir par le biais des lois, on s'en est saisi, à Évry comme à Courcouronnes. Et à Évry, une particularité militante de copains, j'en suis donc voilà, de copains qui étaient très investis sur la santé dans les années 80, et donc la création d'un centre municipal de santé, totalement municipal, qui est toujours en service et toujours en action à Évry, donc médecins, dentistes, etc., infirmiers rémunérés par la ville, tout à la charge de la ville, un vrai centre municipal de santé. On a travaillé, bien sûr, Évry-Courcouronnes, ce fameux, on avait déjà un contrat local intercommunal en 2013, bien avant qu'on soit fusionné. Et puis, chose assez intéressante, on avait créé une direction intercommunale alors qu'on n'était pas fusionné. Et c'est Pascal Échard qui est donc là, qui en avait assumé la direction poste qu'on s'est fait en partie d'ailleurs financer par. Si je peux me permettre d'intervenir, Daniel, je trouve, enfin, moi j'avais trouvé intéressant quand j'avais postulé sur le fait que deux villes qui n'avaient peut-être pas la capacité à avoir une directrice, un médecin de santé publique et tout, c'est aussi de la mutualisation possible entre deux villes de compétences où chacune met un petit peu au pot pour financer des compétences. Voilà, c'était juste une remarque là-dessus. Alors, on a donc créé, on va vous passer l'organigramme après, une vraie direction de la santé, encore avec atelier santé-ville, conseil local en santé mentale, prévention, etc. C'est quand même, si vous allez voir, c'est énorme pour une ville de 70 000 habitants. Quand je dis c'est énorme, en moyens humains, hein, bien sûr, vous allez voir le tableau derrière. Ça, évidemment, tout ça, c'est qu'une affaire de volonté politique, évidemment de sous, bien sûr. Dans le budget, ça a un coût énorme. Un centre de santé municipal, ça a un coût. Du personnel, ça a un coût. Mais là, c'est vraiment le choix politique d'une équipe municipale, ou d'agglo, enfin bon, qui décide de mettre des moyens sur ce sujet-là et moins sur un autre. Après, dans le budget, vous êtes tous élus. Dans le budget, on fait des choix. Il y en a qui vont prioriser je ne sais pas quoi, moi, les aménagements des espaces, des écoles à reconstruire, etc. Bon, nous, on essaye de faire tout ça, mais on a priorisé la santé. Le CLS, j'en parlerai. Passe la diapo suivante, on doit avoir l'organigramme, là. Voilà, désolé, voilà. L'organigramme, ça vous dit quand même pas mal. L'organigramme, alors évidemment, avec en plus en ce moment la vaccination, directrice de la santé, Pascal, hein, bien sûr. Des gestionnaires, agents comptables, des superviseurs de centre. On a quand même 2, 3, 8 personnes à temps plein sur le centre de vaccination. Et puis à droite du tableau, la directrice du centre municipal de santé, donc médecin, assistante, diabétologue, etc., secrétaire.
Et la partie juste un peu à gauche, prévention, promotion de la santé, avec les ateliers santé-ville, des chargés de mission, etc. Une personne qui s'occupe vraiment du conseil local en santé mentale, tout ça, ce sont des agents mairie. Hein. Ça fait quand même une petite masse salariale, petite, énorme, même si on espère pour la vaccination avoir un peu de remboursement de l'ARS, mais ce n'est pas fait. Et puis, on a mis là un truc, ça va être lié à ce que je vais vous dire après. Dans la direction de Pascal, on a mis alimentation et territoire. C'est là qu'on gère. Il y a une personne, bien sûr, chargée de ça. C'est là qu'on gère les contrats avec les boîtes de resto qu'on a en régie et puis une partie pas en régie. Voilà, c'est là qu'on gère la qualité de la resto, l'alimentation avec évidemment du circuit court, du bio, et on est très, très au-delà. On est un peu premium, comme je dis souvent, mais c'est là qu'on s'occupe de ça. Voilà, donc ça, c'est quand même, cet organigramme, donc tout ça dirigé par Pascal, c'est énorme. Pour une ville de 70 000, c'est énorme. Alors, je sais que c'est, quand je disais volonté politique, évidemment, c'est les maires qui m'ont toujours suivi là-dessus, précédents. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu mon cheval de bataille depuis quand même des années. J'ai oublié de dire que je suis à mon 4e mandat. Alors, je n'ai pas toujours eu la santé parce que j'étais dentiste sur la ville, je ne voulais pas mélanger les genres. Et quand j'ai arrêté mon métier pour des raisons de maladie, ben, j'ai pu m'en saisir au niveau de mon rôle d'élu. Voilà, donc ça, c'est organisé. Alors, après, la place de l'élu par rapport au conseil, aux autres collègues. Alors, déjà, donc, ce que je vous disais, hein, première adjointe, c'est quand même pas rien. Et puis, les liaisons, bien sûr, entre transition écologique et santé. Donc, après, mon sujet, c'est de travailler avec les autres. Les autres élus. Il se trouve que, alors c'est vrai qu'en étant première adjointe, ça joue beaucoup, parce que comme j'ai la coordination de l'équipe et que je passe mon temps à répondre, je suis en liaison avec tout le temps avec tout le monde, ça joue énormément. C'est-à-dire que je suis plus forcément je peux mieux évidemment avancer mes sujets. Alors, les élus avec lesquels je travaille, ben, évidemment, les élus et les services, mais ça, c'est votre cas à tous. La transition écologique, moi, j'en assure la coordination, mais on est 5 élus à la transition écologique. J'ai des collègues qui s'occupent précisément un collègue qui s'occupe des bâtiments, de l'énergie, et donc lui, il va nous travailler les côtés énergétiques, par exemple, du bâti. J'ai une collègue qui s'occupe des espaces verts et de la biodiversité. J'ai un collègue qui est sur les déplacements doux et une 4e, avec moi, ça fait 5, qui est sur le tri, déchets et tri dans les bâtiments municipaux. Et moi, j'ai la transition, mais j'ai aussi la santé environnementale, on va y revenir. Évidemment, je travaille avec mes collègues à l'éducation parce qu'on a 50 écoles à Évry. Comme je vous disais, c'est une ville très jeune. Hein. Donc, on a beaucoup de gamins par rapport au nombre d'habitants. Avec les collèges et les lycées, bien évidemment, par exemple, nos ateliers santé-ville et puis notre coordinatrice qui s'occupe de prévention travaillent très, très bien, mais ça met du temps à se construire, travaillent très, très bien avec les infirmières des collèges et des lycées. Bon, il n'y en a pas partout, mais enfin, en gros, quand même, il y en a. Là, on l'a vu pour la vaccination, mais pas que pour la vaccination. Elles travaillent ensemble plein d'actions de prévention. Là, on est vraiment sur la prévention quand on est collège, lycée et dans les écoles y compris. La vie locale. Bon, la vie locale, c'est les équipements de quartier. Donc, toutes nos actions santé, on peut les relier par les équipements de quartier. À chaque fois, évidemment, quand je dis ça, c'est les services et les élus. L'urbanisme, ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, un urbanisme lié à la santé, travailler un PLU lié à la santé. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Et ça, c'est très, très intéressant de bosser avec son collègue à l'Urba pour essayer de leur faire comprendre que la santé doit rentrer en gros à tous les niveaux. Hein. C'est un peu et d'ailleurs, ça se voit quand on prend la liste des sujets qui sont là. À la petite enfance, on travaille beaucoup, parce que moi, j'ai la santé environnementale, donc on est devenu à Évry une ville sans perturbateurs endocriniens. Vous voyez, à 5 heures tout à l'heure, je vais dans une crèche remettre des petits... on donne aux nouvelles familles, enfin aux familles des nouveaux enfants accueillis, un espèce de petit kit avec les savons, les trucs, et puis toute une pub autour des perturbateurs endocriniens pour leur expliquer que ce n'est pas bien, qu'il faut éviter le contact des enfants, etc. Là, j'ai retiré tous les perturbateurs de tout ce qui était crèche, école, centre de loisirs,
Alors, on parle des produits d'hygiène, des produits de ménage, on parle de beaucoup de choses. Voilà, et donc ça a été travaillé par le service avec la petite enfance, les écoles, etc. Donc, évidemment, tous mes collègues élus savent tout ça par cœur, ils savent très bien parce que je leur ai bassiné la tête avec cette histoire de perturbateur. Et on va devant les écoles avec la camionnette du bus des parents expliquer pourquoi c'est pas bien. On fait un gros, gros boulot, petite enfance scolaire, et c'est déjà pas mal. Avec les sports, ben, on travaille beaucoup avec les collègues au sport parce qu'on a mis en place dans cette ville ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. Sport santé et sport sur ordonnance. Pascal va pouvoir vous en dire un mot après. Les seniors, il se trouve que c'est moi aussi, donc ça tombe bien et on bosse beaucoup. Alors évidemment, l'isolement, l'accès aux soins, et puis tout un tas d'ateliers avec eux sur la mémoire, la marche, enfin bon, tout ce qu'on peut, tous les ateliers qu'on peut. On travaille beaucoup, beaucoup avec les seniors par l'intermédiaire du Conseil des sages et des associations de retraités de la ville. L'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille évidemment le cahier des charges, donc le bio, le circuit court, les barquettes qui sont plus en plastique, évidemment, j'ai oublié de le dire dans les perturbateurs, et puis la lutte contre le gâchis, etc. Et puis sur la jeunesse, on travaille, on a une fabrique, on a un service jeunesse, etc. Là, on travaille beaucoup, d'ailleurs c'est vrai pour la petite enfance et le scolaire, on travaille beaucoup les addictions. Donc les addictions, aussi bien lutte contre les écrans, le temps passé devant les écrans, et puis les addictions aux substances pas top, évidemment pas bonnes pour tout ce petit monde, parce qu'elle va nous dire un truc après. La politique de la ville, bien évidemment, j'ai un collègue adjoint à la politique de la ville par l'intermédiaire des ateliers santé-ville. Ça, c'est toute cette relation à tous ces secteurs. Donc, on voit bien que la santé, elle est totalement transversale. On l'a quasiment, finalement, quand je prends le nombre, nous, on est 16 adjoints, quand je prends la liste que je viens de faire, j'ai quasiment tout le monde. Alors, Pascal, peut-être un mot, puisqu'on parle sport et sport santé, et puis addiction et jeunesse, si tu veux. Donc, sport santé, il y a donc effectivement une volonté politique au niveau de la ville de développer le sport santé, hein, et qui se transcrit au niveau administratif, puisqu'il y a au sein de la direction des sports une collègue chef de service qui est sur le sport santé bien-être. Et c'est le développement, donc on a le développement d'un programme qu'on appelle programme passerelle, c'est-à-dire qui permet à des gens très éloignés de l'activité physique d'accéder à l'activité physique avec un programme où ils sont quasi en coaching individuel. C'est des gens qui font chez eux leur télé, la boulangerie en bas et qui remontent chez eux. On est sur des gens de cet ordre-là qui en plus sont aussi diabétiques, parfois dépressifs, parfois ont des pathologies. Et comment est-ce qu'on aide ces gens-là à aller vers l'activité physique avec un objectif au bout de 6 mois ou 1 an de ce programme, qui est monté par des éducateurs sportifs de la ville, de pouvoir accéder à la pratique en club sportif. Donc, c'est un objectif ambitieux qui fonctionne pour un certain nombre de personnes. Donc, ça, c'est un partenariat important entre la ville, le service, la direction des sports et aussi les clubs sportifs de la ville. Et tu voulais que je parle aussi, Daniel, de… jeunesse, 1000 jeunesse, voilà. Donc, jeunesse, on a la chance ou aussi le travail de l'équipe d'avoir pu… 2 éléments où on a un très gros financement sur la santé des jeunes sur Évry-Courcouronnes. Et quand il y a un financement, c'est vrai que ça permet aussi de mobiliser nos partenaires. D'une part, un projet avec la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, qui est un projet territorial autour de la lutte contre la consommation de substances psychoactives chez les jeunes, où il y a à la fois une partie d'intervention auprès des jeunes, mais aussi d'intervention auprès des parents ou des professionnels qui sont en contact de ces jeunes, pour un montant qui a été là sur 3 ans de 60 000 € par an, donc ce qui est très important. Et d'autre part,
un travail avec l'Agence régionale de santé qui nous a permis de monter une coopérative d'acteurs autour de la santé des jeunes qui nous donne à peu près le même financement par an, qui là va être reconduit même au-delà des 3 ans de la première convention. Donc c'est vrai qu'on a pu développer autour de la santé des jeunes une vraie programmation territoriale de mobilisation de l'ensemble des partenaires. Merci Pascal. Donc, je vous avais dit tout à l'heure dans l'organigramme, Pascal est aussi le pôle vivre dans la ville en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a aussi l'alimentation et tout ça qui rentre dedans. Bon, alors, évidemment, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai une place privilégiée vis-à-vis du cabinet de la communication, moi je suis première adjointe, donc j'en suis dans toutes les réunions avec le maire, le cabinet non-stop. Et forcément, à la fois le fait d'être première adjointe, à la fois le fait d'être une ancienne élue quand même, ça joue quand même beaucoup et de bien connaître tous les rouages et puis d'avoir un peu de poids politique, on va dire, pour dire ça comme ça. En plus, je ne suis pas du tout de la couleur du politique du maire, donc, et je suis première adjointe quand même, donc du maire actuel. Mais comme quoi, on peut travailler au niveau local à plein de choses. Le maire est président de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Et évidemment, quand je fais, comme hier, je corrige la quinzaine, c'est-à-dire le petit journal que les gens reçoivent, je rajoute comme je veux, quand je veux, toute l'information dans la petite quinzaine, parce que aussi je suis première adjointe. C'est vrai que ça joue, là pour le coup, je pense que ça joue énormément. Enfin, ça ne veut pas dire que les autres adjoints n'ont pas de poids, mais je reconnais que j'en ai un peu plus quand même que j'en ai eu par le passé. Donc, vous voyez un truc totalement transversal. Donc, le maire adjoint à la santé, finalement, il doit discuter avec tous ses collègues et embarquer, en fait, j'ai envie de dire, embarquer tout le monde dans ces problématiques-là, y compris les services. Alors, les services, hein, ce n'est pas facile, hein, vous savez ça très bien. Hein. C'est jamais très facile de dire, écoutez, voilà, moi, pour cette année, j'ai décidé que et j'ai envie que. Non, dans les grosses villes, en plus, il y a une forme d'inertie, c'est pas si simple. En arrivant nouvel élu, on croit qu'en 3 mois, on va faire des tonnes de choses. Et puis moi, je peux vous dire qu'il y a des choses que j'ai cru faire en 3 mois, j'ai mis un mandat, quand ce n'était pas un mandat et demi. Donc, comme quoi, il faut, mais bon, comme disent mes enfants, il faut être dans l'abnégation totale, mais il faut continuer ces sujets quand on y croit. Alors après, Pascal, ça, on l'a fait. Oui, et puis, on l'avait travaillé il y a quelques années, la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie en santé, puis on avait on était un peu pris par d'autres choses, puis notre fusion, etc. Là, on repart sur une démarche assez ambitieuse avec une charte de participation citoyenne qui a été votée. En l'occurrence, mon collègue qui s'occupe de la participation citoyenne, vous voyez, parce que, alors c'est moi qui ai fait l'organigramme des élus, donc je sais pourquoi j'ai fait ça, mais Pascal a comme délégation vie associative, participation citoyenne et ville apprenante, parce qu'on est une ville apprenante UNESCO. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui pousse ces sujets-là, forcément lui aussi en transversalité avec tout le monde, parce que de la participation citoyenne, il peut y en avoir partout. Donc, on est en train de revoir tous les organes, les conseils des sages, conseil de la laïcité, conseil des jeunes, conseil des enfants, etc. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on rediscute santé avec les habitants. Ça peut être par l'intermédiaire des conseils de quartier, parce que c'est mieux on en a 12, c'est quand même mieux qu'ils ne parlent pas que de travaux et de trottoirs. On essaye d'amener des sujets de politique générale et d'intérêt général dans les conseils de quartier, pas seulement ce que je disais sur les trottoirs. Et puis, on crée une assemblée citoyenne de gens volontaires, etc. Je pense que c'est là qu'il va falloir aller monter des sujets santé, c'est-à-dire comment ça se passe dans cette ville, de quoi vous avez envie, comment on peut travailler ensemble. Il faut travailler avec les habitants de toute façon pour tout. Là, je réunis bientôt le Conseil des sages et voilà, et j'ai envie de dire au Conseil des sages, pour vous, c'est quoi une politique senior dans une ville? C'est quoi? C'est évidemment les seniors qui n'ont pas de sous, évidemment les seniors qui sont isolés, les seniors qui sont malades, mais c'est aussi les seniors qui vont bien et qui ont besoin d'activités sportives, de culture, etc. Donc voilà, donc on rentre là-dessus, c'est un gros truc, on s'y met comme dans la refonte des autres organes. Et puis, pour notre prochain contrat local de santé, ça sera l'une des fiches actions. Je n'ai pas parlé du CLS. Dans le CLS, dans le contrat local de santé qui est signé avec 9 partenaires,
Il y a évidemment l'hôpital, évidemment l'ARS, évidemment le département, etc. Mais il y a par exemple l'éducation nationale. J'avais absolument tenu à ce qu'il soit signataire. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une fiche, une des fiches actions sur, par exemple, collège-lycée, et ce qui nous permet, par exemple, de travailler avec les infirmières, comme je le disais tout à l'heure. Alors ensuite, après, je vous laisse la parole, hein, je vous dis tout de suite, mais j'ai presque fini. Qu'est-ce qu'on a, Pascal, après? Oui, alors, il se trouve que, je suis aussi conseillère communautaire, membre du bureau de l'agglo. J'étais hier soir jusqu'à 23h. Il se trouve que notre agglomération est une agglomération il n'y en a pas tant que ça, des agglomérations qui sont à cheval sur 2 départements. C'est des logiques de territoire. Hein. En fait, Évry, donc j'ai vu quelqu'un de Grigny tout à l'heure, Évry, Grigny, Corbeil, Essonne, etc. Donc la partie essonnienne, ce sont plutôt des villes très populaires, QPV, pauvres. Enfin là, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Donc voilà, là, dans cette partie-là, et on en est. Bien sûr, beaucoup de QPV, comme je vous l'ai dit, des inégalités sociales, territoriales, d'accès aux soins. Enfin là, on cumule tout. C'est là d'ailleurs qu'on est les moins vaccinés. Figurez-vous que, qui c'est qui nous a appelé? Bah oui, la préfecture qui s'est inquiétée, pas très longtemps, parce qu'on était la 5e agglo de France la moins vaccinée, avec des centres de vaccination pratiquement dans une ville sur 2. Hein. Ça dit beaucoup de choses sur ce type de ville populaire difficile. Voilà, l'agglo fait 350 000 habitants, et donc, comme je vous disais, 23 villes quand même, et sur 2 départements. Alors, précédemment, dans l'ancien mandat, j'avais une délégation qui était symbolique, bien sûr, mais j'avais quasiment pas le titre. J'avais plutôt une petite mission, on va dire, c'était ça, une mission sur l'offre de soins. Parce qu'évidemment, dans les 23 villes dont je vous parle, autant vous dire que des villes sans médecins, il y en a plein, et que tout le monde, ça fait un mandat, en gros, que tout le monde s'est agité sur, les maires, hein, se sont agités sur le sujet, j'ai plus de médecin, tout le monde s'en va, ils sont partis à la retraite, etc. Et comment je fais? Donc là maintenant, depuis 2020, j'ai réellement la délégation. Je suis vraiment membre du bureau à la santé et l'universitarisation de notre centre hospitalier sud-francilien dont on rêve depuis à peu près 10 ans. Et donc j'anime. Donc, je réunis les 23 villes. Alors, évidemment, il n'y a pas toujours les 23, mais enfin, les 23 élus des villes en question, maire adjoint ou conseiller à la santé, des fois, c'est un DGA qui vient, etc. Mais bref, les 23 villes sur l'offre de soins et sur les actions de prévention. Offre de soins n'empêche que c'est quand même une agglo. Je discutais encore hier soir avec un maire d'une toute petite ville vers Saint-Denis, dans Seine-et-Marne, qui vient de mettre du pognon, hein, enfin quand même beaucoup d'argent pour retaper des baraques, pour installer des toubibs, des orthophonistes, des gynécos, etc. Ce sont quand même des villes où les mairies ont fait des choix budgétaires hallucinants d'investissement pour soit monter les murs du NMSP, soit mettre des centres de santé municipaux, soit parce que sinon, ce sont des territoires. En fait, moi, je dis toujours la même chose. On essaye d'exister. Grand Paris Sud, c'est Essonne-Sénart, c'est une agglo à 30 km de Paris. On est déjà dans la 2e couronne. En fait, on est loin de Paris, les transports sont compliqués, c'est loin, ça ne marche pas très bien. Et on n'est pas non plus Orléans, Tours, Orléans, ceux qui sont… Finalement, Orléans accède plus vite à Paris en train rapide que nous en RER. Donc, on est un peu ce qu'on appelle les banlieues décrochées. Aujourd'hui, Massy dans l'Essonne, parce qu'il y a un TGV, parce qu'il y a Orly à côté, a plus d'atouts que nous. Et nous, on dit toujours qu'on peut toujours essayer de développer des transports, du développement économique, tout ce qu'on veut, faire venir des entreprises. S'il n'y a pas de médecins dans les villes en question, ça ne marchera pas. Ça, c'est mon gros sujet. Et donc, voilà, il se monte plein de choses. Et vraiment, les villes ont pris… Il faudra qu'on compte un peu à un moment quand même l'investissement des villes dans ce genre d'endroit pour la santé de leurs habitants. Je pense que tout le monde ne se rend pas compte tout le temps, mais… donc, j'ai une commission santé. Et puis, on a essayé de développer une… alors, évidemment, on a 2 ARS. Hein. Moi, j'ai 2 ARS parce que j'ai 77 et 91, ce qui n'est quand même pas toujours facile. Donc, dans l'agglo, on essaye de développer une étude territoriale qui sera une espèce un truc un peu pilote avec l'ARS et l'ADEME pour voir comment on peut… Tu as les slides, Pascal, de l'agglo? Oui. Il faut que j'arrête ça et que je reprenne l'autre l'autre document. Et vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes les questions que j'ai vues dans le chat. Hein.
Ah, c'est ça, c'est bon, excusez-moi. Voilà, partager, et c'est les diapos suivantes. Voilà. Voilà, donc là, on essaye donc là, on est à l'agglo, hein. On essaye d'être un peu expérimental par rapport à l'ARS Île-de-France, donc par un diagnostic, c'est ce qui est une démarche en 3 temps, hein. Un diagnostic de l'état santé de notre agglo, la construction et l'animation d'un collectif, et puis trouver les pistes d'action pour l'agglomération. Quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de villes qui m'aident beaucoup. Donc ça, sur des compétences, je le rappelle, sur une compétence qui n'est ni une compétence communale, ni une compétence d'interco. C'est quand même assez incroyable. Normalement, ça ne devrait pas être à nous de gérer toutes ces choses-là. Mais bon, c'est comme ça. Et l'agglo, en l'occurrence, elle met aussi des sous. Chaque fois qu'il y a une petite maison de santé ou des travaux dans une maison, etc., dans les villes qui ont moins d'argent, les villes les plus petites de l'agglomération, c'est le cas à Vers-Saint-Denis, par exemple, l'agglo met des sous. Ce qui est pareil, hein, et encore une fois, une affaire de budget, etc. Et là, ma place à l'agglo, elle est plus. Autant elle a été discutée, enfin, pas moi, Daniel, mais la place de quelqu'un à la santé, autant il y a 10 ans ou 5 ans, ça se discutait. Aujourd'hui, ça ne se discute plus. Tout le monde a mis ça en priorité. Parce que sinon, les gens, ils s'en vont. Donc, ce n'est pas difficile, ils n'ont pas de médecin, ils ne vont pas bien et ils s'en vont. Et puis la suivante, Pascal, avec voilà. L'idée, c'est de travailler tous ensemble. Voilà, vous voyez quand même une agglo qui arrive à dire qu'on s'engage tous ensemble, qu'on doit avoir un cap politique, qu'on doit travailler avec les villes, les professionnels, les habitants, l'ARS, l'ADEME, les partenaires. C'est une vraie délégation à la santé, hein, ce dont je parle, voilà, que j'ai la chance d'animer. Et puis, Pascal, après… Après, donc, je repasse, excusez-moi, sur l'autre Et diaporama. on a fini après. Et après, je vous laisse évidemment… Voilà, c'est celui-là. Voilà. Oui, alors, je reviens à… Évidemment, tout ça, ça ne se fait pas tout seul, hein, on l'a dit d'ailleurs au fur et à mesure, hein. Le contrat local de santé, évidemment, préfecture, ARS, Sécu, Agglo, Éducation nationale, ce que je vous disais, le département et l'hôpital. On a toujours besoin de la région Île-de-France parce que sur l'offre de soins, sur les MSP, sur les centres de santé, c'est quand même eux qui financent aujourd'hui le plus. Enfin, aujourd'hui, le plus, ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, quand même, on arrive quand même à avoir des sous. Département, pas de sous, mais bon, évidemment, la PMI. Alors, il se trouve qu'en plus, maintenant, au département, la collègue qui vient d'être élue est une élue d'Évry, donc ça va être plus facile pour travailler. La PREF, évidemment, les financements, ASV, QPV, etc. Et la gestion de la crise, j'en ai pas parlé, mais ça a beaucoup… je vais dire un mot après. L'ARS, parce qu'évidemment, les projets, et puis on va chercher qu'on est quand même subventionné pas mal par l'ARS sur plein d'actions. Et puis l'hôpital, oui, j'ai oublié de dire que je suis aussi… Alors, je ne suis pas la présidente du conseil de surveillance, mais je suis membre du conseil de surveillance. Et ce qu'on travaille surtout avec l'hosto, c'est ce qu'on appelle les consultations avancées. Donc, on a par exemple, un diabétologue endocrino de l'hôpital qui vient une journée par mois dans notre centre municipal. On essaye comme ça d'avoir des consultes de spécialistes dans notre centre municipal. Et puis la CPTS, quelqu'un avait posé la question. La CPTS, c'est très important. Alors, encore une particularité, il se trouve que moi, étant dentiste depuis 30 ans, plus de 30 ans à Évry, la CPTS, elle est aujourd'hui gérée par des gens qui sont des copains médecins. Et ça joue beaucoup le fait d'être évidemment très implanté dans une ville, connaissant très bien les gens. On s'écrit, on se tutoie, on a nos numéros de téléphone, on n'a pas besoin de passer par des 1000 réunions. Et dans l'histoire de la vaccination, ça a été majeur parce qu'on n'a pas perdu de temps avec les uns et les autres. Il se trouve que le délégué territorial de l'ARS Essonne, c'est le frère d'un copain, je le connais. Bon, ça aide quand même, ça facilite quand même beaucoup la vie. Donc, on a été opérationnel très vite avec la CPTS. Ouverture d'un centre le 18 janvier à 5000 par semaine, injection tout l'été, et on continue. On continue parce que la 3e dose va être sans doute, ça va être annoncé aujourd'hui ou demain, mais pour tous les majeurs. Voilà, travailler avec la CPTS, c'est… évidemment, là, on n'a pu faire que du vaccin. On attend un peu quand même quand ça va se calmer, on fera d'autres choses avec la CPTS, mais ça nous a beaucoup aidé de très bien les connaître.
Et puis, middle cas, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure sur la consommation, les substances, etc. Si on veut résumer tout ça, et je pense que c'est ce que vous... Ah oui, pardon. Et puis les réseaux d'élus. Donc aujourd'hui, on est élu santé publique et territoire. Donc moi, j'en fais partie, je suis vice-présidente. On travaille, évidemment, on est membre adhérent des villes, du réseau français des villes santé de l'OMS. Ça, c'est plutôt Pascal qui suit leurs travaux. Et puis l'équipe, avec l'équipe qui est présente dans différents groupes de travail. Voilà. Moi, je suis aussi à la commission santé de l'Association des maires de France. Et là, c'est pareil, quand ils ont besoin d'intervenants sur la santé mentale, enfin voilà, on sait se trouver, on s'échange des tuyaux. Ça sert à ça, les réseaux d'élus. Hein. Je suis à la commission santé, mais comme Véronique qui est là, de l'Association des maires d'Île-de-France, et je suis à la commission santé de France urbaine. Alors, je ne vous dis pas que je les fais toutes à chaque fois, parce que, évidemment, je ne fais pas que ça, même si maintenant je suis à la retraite. Mais c'est très, très important. Les réseaux d'élus, je suis aussi dans le réseau des élus français des villes éducatrices. Les réseaux d'élus, c'est majeur. C'est là qu'on va échanger les pratiques, comment tu fais toi, et là, tu as fait comment, etc. C'est très, très important. Enfin, moi c'est là que je me ressource. Parce que sinon, on est dans son guidon et on voit que ce qu'on... Et puis, on s'embarque entre les histoires avec un collègue, avec le maire, avec le cabinet, avec les services, et on s'enferme, en fait. Alors que là, et c'est ce qu'on fait ce matin, je pense, ce matin et dans les web-séries de SPT, voilà, on échange, on se parle. On n'a pas tous les mêmes territoires, bien évidemment, mais on peut retrouver des choses, des choses communes. Ce matin, vous voyez, par exemple, il y avait la commission politique de la ville, de la MIF, et on parlait éducation prioritaire et tout ça. C'est très important de partager avec d'autres et comment tu fais toi avec ton IEN et comment tu as fait avec ton inspecteur d'académie, etc. Je pense que ça, c'est très, très bien. Donc, vous aurez compris avec tout ça que tout est quand même affaire de volonté politique. Il n'y a pas de mots. Enfin, à la fois dans la place qu'on donne aux élus à la santé dans une commune, la place qu'on donne aux élus à la santé dans une agglo, et puis évidemment les financements qui vont avec. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut faire... J'ai bien conscience qu'on fait quand même beaucoup de choses pour une ville de 70 000 habitants, parce que tout le monde n'en est pas à ce niveau-là. Mais il faut défendre à chaque fois, au moment du budget, vous imaginez bien qu'à chaque fois, il a fallu, même mon centre de santé municipal, par le passé, il a fallu que je défende bec et ongle. Quand on veut avoir un médecin de plus, un dentiste de plus, ou ci ou ça, ou même faire des travaux, etc., à chaque fois, il faut que je défende mon budget. Mais bon, il se trouve que je suis suivie. Et puis, pour travailler avec les collègues, il faut aussi avoir un peu de poids. C'est aussi le maire qui donne le poids. Enfin, le maire qui dit, bah voilà, en gros, vous allez travailler avec Daniel. Ce n'est pas tout à fait dit comme ça, mais c'est aussi le maire qui, évidemment, donne les priorités. Alors, tout ce qu'on a dit là, c'est donc une ville de banlieue, en Île-de-France, de 70 000 habitants. Autour de la table visio, vous êtes nombreux, des petites villes, des moyennes villes, des villes dans la campagne, des agglos, des intercos, etc. Moi, je pense que c'est... là, j'ai évidemment fini. Je vais répondre après au chat. Je vais regarder ce qu'il y a dans le chat. Mais je vous propose, pour le coup, là, de prendre la parole et puis de raconter un peu, soit de poser des questions, bien sûr, soit de raconter un peu comment ça se passe chez vous et quelle est la place de l'élu dans vos communes. Tu pourras remettre, Pascal, le grand écran. Voilà. Alors, en levant la main, si vous souhaitez prendre la parole. Et puis, et ben voilà, je crois que j'ai sûrement oublié des choses, mais je crois que j'en ai dit pas mal quand même. Alors, je répondrai, oui, oui, quelqu'un m'a posé, on peut s'aider par exemple sur quelqu'un m'a parlé des perturbateurs endocriniens, je peux vous donner comment on adhère, comment ça marche, parce que ce n'est pas la peine de réinventer la poudre, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont fait des diagnostics de produits, de trucs comme ça, ce n'est pas la peine que chacun refasse un diagnostic, le réseau santé-environnement le fait, on peut s'aider là-dessus, c'est aussi à ça que ça peut servir d'être dans un réseau. Pardon, il y avait une question sur... Ah oui, la camionnette du bus des parents. Oh, ben, la camionnette du bus des parents, c'est un petit bus qui va devant des écoles pour faire de la pub, pas de la pub, mais discuter avec les gens sur tel et tel sujet. Donc, il tourne. La place des CPTS, on l'a fait.
Le coordonnateur CLS, c'est Pascal, qui est financé en partie par l'ARS, oui. C'est Pascal Échard qui est là avec nous. Enfin, pour nous, hein, pour Ivry. Alors, des questions ou des remarques ou témoignages, peut-être tout ça. Alors, j'ai vu dans le chat, j'ai eu plusieurs observations concernant le budget et le fait que c'est difficile à financer un CLSM ou un centre de soins. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourrez développer ou est-ce que des personnes dans le chat ou même par prise de parole voudraient échanger? Tu regardes parce que Étienne qui demande, parce que moi, j'avoue que je ne vois pas tout. Alors, nous avions Sylvie Justo qui en parlait. Ah ben, il y a Laurence qui a levé la main là-bas. Elle est où, Sylvie? Oui, je suis là. Bon, voilà, Bordeaux, c'est Bordeaux. Oui, c'est Bordeaux. Alors, Bordeaux, merci, hein, ça booste un petit peu ce que vous nous dites, mais bon, moi, je ne suis pas première adjointe, très loin de là, et en plus, on débute un mandat dans un contexte de révolution culturelle assez dur. Et ce que vous disiez des services, j'entends bien. Voilà. On essaie toutes sortes de stratégies d'appui, de félicitations, d'encouragement, etc. Et puis bon, il arrive un moment où si vraiment c'est pas du tout ce qu'on veut, ben, on le dit quand même. Et alors là, ça a des conséquences assez fracassantes. Mais bon. Bref, mais surtout, le fait d'être première adjointe, ça doit être quand même un sacré plus, quoi. Et là, bon, tout le monde ne parle que de la santé. Et bien sûr, une majorité écologiste et sociale, elle met d'autant plus la santé et la lutte contre les inégalités d'accès à la santé, etc., en avant. Et donc, il y a plein de choses qui se font, qui sont favorables à la santé, mais qui ne sont pas fléchées santé directement. Alors donc, du coup, moi, ça m'intéresse le pôle d'animation santé que vous avez évoqué. Voilà, pourquoi pas essayer de coordonner les choses, enfin, pas les coordonner, mais leur donner une visibilité santé en tout cas, parce que nous, on fait plein de choses, mais ce sera dans le vélo, ce sera dans les arbres. Alors, bien sûr, c'est favorable à la santé, mais ce n'est pas affiché comme ça et je crois que les autres élus n'ont pas vraiment conscience de l'enjeu de santé dans ce qu'ils font. Voilà. Donc, un pôle d'animation, moi, je retiens l'idée, ça peut être intéressant pour essayer de mettre d'autres priorités, parce qu'à Bordeaux, notre gros poste budgétaire, c'est la culture. Le numéro 1, c'est la culture. Donc, c'est important. On a vu que c'était même essentiel. Mais bon, ça mange énormément d'argent parce qu'on a un patrimoine UNESCO et parce que voilà, ça coûte très, très, très cher. Et comparé à ça, le budget santé proprement dit, celui dont je suis l'élue référente, il est ridicule, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Alors, bien sûr, on joue sur les partenariats. Puis, on a quand même nos 5 centres médico-scolaires qui vaccinent, qui suivent les enfants dès l'âge de 3 ans. C'est pas rien. Mais bon, c'est vrai que si on pouvait aussi avoir dans le contrat local de santé la signature de l'éducation nationale pour nous permettre d'aller jusqu'au collège et au lycée, parce qu'on a beaucoup de collèges et de lycées, sans parler des étudiants à Bordeaux, ça serait un gros plus. Donc, je retiens aussi cette idée. Merci. Oui, il y a l'université aussi chez nous avec lesquelles on travaille beaucoup. Moi, ce que je pense que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu la main, on va dire, par une petite réunion de vos collègues, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, jeunesse, éducation, vie locale, alimentation, transition éco et tout ça. Vous proposez à vos collègues en charge de tout ça une petite réunion ou l'URBA pour leur dire, ben voilà, la santé, en fait, il y en a partout. Ça ne veut pas dire que vous allez être la chef de tout le monde, c'est pas ça. Enfin, Non, c'est ça. Mais le travail en transversalité et bien leur faire comprendre effectivement que même à la biodiversité et tout ça, on bosse sur la santé. Peut-être que vous pourriez prendre la main sur un petit groupe. Vous voyez, un petit groupe. Oui, bon, j'ai essayé d'avoir déjà des rendez-vous binaires, mais ça ne marche pas. Et alors, les rendez-vous multi-partites, c'est encore plus compliqué quoi, dans l'agenda. Et bon, peut-être. Et ça peut être nous, c'est des sujets qu'on fait monter au bureau municipal hebdomadaire. Oui, voilà, au cabinet et au bureau, oui. Voilà. Oui. Ça peut être ça. Mais si vous, c'est votre premier mandat, bah oui, bien sûr, c'est votre premier mandat. Oui, on fait notre deuxième année là, donc. Oui, donc avec une année Covid en plus, il faut le temps. Et puis après, Ouais. comme vous avez dit tout à l'heure, parce que là vous découvrez un monde, j'ai l'impression, et c'est le monde dans lequel nous on est là depuis longtemps. C'est là où il faut faire preuve d'abnégation. Vous découvrez aussi le monde des services. Et voilà, c'est ce que j'allais.
Voilà. Oui, Parce oui, qu'elle moi, je suis va vous le dire, fonctionnaire d'État, mais ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment rien à voir. mais Et, qui ne se parlent pas, qui ne travaillent pas ensemble, qui bossent voilà. comme Exactement. Et c'est quelque chose de long, hein, puisque nous, on a renouvelé l'équipe santé depuis 2015. Enfin, moi, je suis arrivée en 2015, 2016, le recrutement des collègues et tout. Et c'est vrai que c'est un travail de fond aussi que font les collègues des services, hein, les ateliers santé-ville, avec les centres sociaux, avec l'éducation, c'est vraiment un travail de fourmi Oui, qui était quotidien. maintenant Mm. depuis 5-6 ans entre les services pour avoir la confiance de tout le monde, pour que chacun ne soit pas dans son précaré, c'est-à-dire quand un centre social fait quelque chose, est-ce que c'est on l'affiche centre social ou on l'affiche santé? Et qui, entre guillemets, récupère cette... donc, tout ce travail-là, en fait, on est ensemble dans le même projet collectif. C'est tout un travail de fourmi qui se fait au cours du temps. Alors, je ne vais pas vous rassurer, désolé, mais le travail des services est aussi important sur ce Oui, sujet-là. il y a un travail Et la quotidien, confiance surtout qui se crée entre les gens. d'ailleurs, surtout sur le domaine du développement urbain, des QPV, il y a vraiment un travail d'abnégation là au quotidien depuis des années, mais simplement, et ça n'a pas la visibilité que ça mérite. Et effectivement, il y a des silos, quoi. Il y a du travail en silo. Mais ce qu'on vous a présenté là, c'est quand même le fruit de plusieurs années. Hein. C'est pas, je suis arrivé, voilà. Et ce qu'a fait Pascal depuis 2015, Plusieurs mandats même, oui. voilà, aujourd'hui on parle santé dans l'administration, tout le monde dit bah, j'ai appelé Pascal, je vais voir Pascal, etc. Ça y est, mais elle est arrivée en 2015, on est en 2021, ça ne s'est pas fait tout seul quand même. Hein. Et y compris moi comme élu, ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Là, on aboutit à une équipe propre, mais bon. Alors d'autres, il y avait Laurence qui avait levé la main. Oui, donc Laurence Lefebvre, élue à la santé et aux affaires sociales. Alors j'ai ri un peu quand j'ai entendu votre présentation. C'est vrai que non, moi je revendique vraiment, puisqu'on a effectivement sur Saint-Pierre-des-Corps un centre municipal de santé et un CCAS. Je coordonne les deux en fait en tant qu'élue. Et il y a vraiment une complémentarité historique au niveau de la ville. Moi, nous, le souci qu'on a, c'est que Saint-Pierre est une ville très endettée et que du coup, le centre municipal de santé, effectivement, est loin d'être à l'équilibre. Je ne savais pas justement quelle était la proportion dans le budget de votre ville, la proportion du centre municipal de santé chez vous. Enfin, c'était la question que je voulais vous poser. Et sinon, vous dire que c'est très ressourçant, en tout cas, ce webinaire, et merci. Alors, oui, non, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le social, ce n'était pas du tout négatif. Hein, c'est que, Oui. parce que moi, j'ai vécu par le passé des maires adjoints au social qui avaient, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, social, handicap, senior, et puis au bout, santé. Ça a beaucoup changé et tant mieux. Non, ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il y avait des élus à la santé qui pouvaient avoir d'autres délégations parce que tout ce qu'on a dit avant sur l'urbain, sur la transition éco, etc., que le social. Mais évidemment, tout ça, évidemment, ça dépend tellement des villes et puis des histoires des gens. Enfin voilà, moi je suis écolo, donc c'est un peu logique que j'ai l'écologie. Je suis professionnel de santé, voilà, donc tout ça est un peu logique. Sur le centre de santé municipal, alors vous avez vu, hein, 4 médecins, fauteuil dentaire, etc., dans un local qu'on voulait changer parce qu'il est trop petit. Bon, bref. Le reste à charge, je parle pas du bâtiment, des fluides et gna gna gna, je parle essentiellement les RH. En gros, c'est entre 600 et 700 000 euros pour la ville. Pourquoi? Parce que, en fait, les patients payent, enfin, les patients payent, ou la Sécu paye pour les patients, parce qu'évidemment, on est au tiers payant. Ce que verse la Sécu et les mutuelles, ça compense en gros quand même, enfin, les actes compensent quand même pas mal les salaires des médecins, y compris charges sociales. Mais ce qui n'est pas du tout compté, évidemment, c'est tous nos postes d'accueil, comptables, administration derrière. Tout ça, c'est évidemment pas rémunéré. Donc, c'est ça qui fait le trou, enfin pardon, le déficit. Mais de toute façon, ça ne peut pas être à l'équilibre. Enfin, c'est impossible que ce soit à l'équilibre dans des grosses machines comme ça. Moi, je dis toujours, c'est comme l'éducation. Hein. L'éducation, c'est jamais rentable. Les politiques éducatives dans une ville, c'est pas rentable. La petite enfance, c'est pas rentable. Il n'y a rien de rentable. Jamais les gens, ils payent autant. Bah, surtout à l'école, ils ne payent pas. La resto scolaire, le repas plus, enfin, l'assiette plus l'encadrement. Nous, on a un super taux d'encadrement d'animateurs, c'est 12 euros. Et chez nous, 80% des gens payent 1 euro. Donc, c'est 11 pour la ville, fois 5 000, 6 000 repas par jour. Enfin, par jour. Donc, ça peut jamais être rentable, ces trucs-là.
C'est ça qu'il faut dire. Quand vos collègues au budget vous disent « Ah, t'exagères, ça coûte cher », ben oui, mais mon vieux, t'es dans une ville pauvre, les gens ne payent que 1 à la cantine. Dans ces cas-là, il faudrait faire payer 6 € à la cantine à tout le monde. Ça n'existe pas dans une ville où on est au premier quotient pour 80% des gens. Donc, ça a un coût. Et là, c'est là que rentrent les choix. Voilà, je décide de faire des… C'est là que rentrent les choix des critères. Votre centre municipal de santé s'est constitué autour de médecins ou d'infirmiers? Parce que nous, au départ, c'était vraiment un pôle infirmier. Le médecin, il est arrivé il y a très peu. Alors, nous, en fait, c'est une histoire… alors là, pour le coup, c'est très politique, très historique. En fait, c'est une histoire des années 80 où il y avait… un maire adjoint à la santé, c'était je vais dire la belle époque du Parti socialiste. Enfin, il y avait des gens qui étaient liés autour de Claude Évin. Enfin, il y avait toute une réflexion comme ça sur ce qu'on appelait au PSU. Moi, j'étais au PSU il y a très, très longtemps, sur ce qu'on appelait les unités sanitaires de base, donc des petites unités par quartier. Et ça a donc commencé comme ça à Évry, avec des copains médecins très militants qui s'étaient installés dans plein de quartiers. Et puis, à un moment, pousser la mairie à transformer une des unités sanitaires de base, comme on appelait à cette époque-là, en centre municipal. Et ça, au départ, c'était porté par 2 médecins qui sont encore sur la ville, qui bossent encore avec nous sur plein de sujets. Et puis, c'est venu donc 2 médecins, puis dentistes, puis kinés, puis infirmières, puis etc. Mais au départ, l'histoire, elle part vraiment de là. Et c'était 2 médecins à l'origine. Et ils sont toujours… Alors, quelqu'un a dit quelque part, c'est super difficile de recruter. Là, on a 2 personnes qui sont en congé maternité, et évidemment, il n'y a pas de problème et c'est normal. On ne trouve même pas de remplaçant pour notre centre municipal de santé, comme on ne trouve pas de médecin remplaçant en libéral non plus, d'ailleurs. Et puis, pour les faire venir, maintenant, c'est super difficile. Avant, ils venaient parce qu'ils étaient militants. Aujourd'hui, ce n'est plus la même médecine quand même, enfin, plus les mêmes souhaits, surtout des jeunes médecins. Donc, ils veulent bien bosser en équipe, etc. Mais enfin, ils nous demandent des salaires qu'on ne peut pas suivre. Parce que dans tout un tas de centres médicaux, un peu low cost, machin, que vous voyez fleurir partout, faut voir ce qu'ils sont payés, quand même, les médecins. Alors, les dentistes, c'est pire parce que c'est hallucinant. La ville, elle ne peut pas suivre. Ça, c'est pas possible. On veut bien payer pas mal, mais bon, quand même, pour le coup, là, mon maire adjoint aux ressources humaines, il dit quand même, t'exagères. Mais moins de, je ne sais pas combien on est en ce moment, Pascal, moins de 4005, vous ne trouvez personne, c'est ça, On est à 4000 pour quand ils sortent juste de la fac. Et on a du mal à les trouver, Voilà. Oui, mais on se rend compte que ce n'est pas lié qu'aux problèmes financiers. Par exemple, il y a eu un effet post-Covid qui a été bénéfique pour nous, qui est que les médecins n'avaient plus envie d'être en libéral, un peu isolés dans leur coin tout seuls. Et on a eu des candidatures spontanées pour le centre de santé. Par contre, nos jeunes médecins, c'est des médecins pour qui c'est compliqué de travailler avec les populations en difficulté comme on a, qui leur amènent 5 ou 6 problématiques en même temps sur la table, entre guillemets, et qui nous disent qu'il faudrait qu'en fait, on traite un problème par consultation. Donc, et qui me disent, mais moi, quand j'en ai vu 3 qui ont des situations compliquées à la suite, dans ma petite tête, bon, moi, j'ai un passé de médecine générale, donc bon, c'est des choses que j'ai vécues, et qui nous disent, voilà, c'est aussi compliqué de travailler dans nos quartiers en difficulté pour des jeunes médecins qui sont habitués à un autre type de médecine. Donc, oui, c'est partagé par la collègue d'Orly. C'est très difficile. Ça, alors, soit on est militant du social depuis toute sa vie et et voilà, et c'est bien, mais Pascal a raison, ils ont les exigences des nouveaux médecins, alors les salaires, machin, mais elle a raison. Dès que ça devient un peu… Et manque de bol enfin j'ai failli dire manque de bol pour eux, mais c'est comme ça, surtout pour nous, c'est qu'on cumule toutes les inégalités. Donc, et que les personnes qui voient, ils ont… Mais nous, quand on fait la permanence du maire toutes les semaines, entre 5h et 7h30, on a tout, le logement, l'emploi, les femmes battues, les problèmes de… Enfin, voilà, on a toute la misère. Et donc, c'est un peu ça. Quand ils vont chez le médecin, c'est normal, ils ont quelqu'un à qui parler. On ne peut pas non plus mettre une assistante sociale à chaque consultation de Toubib. Mais c'est vrai que c'est dur. Alors, d'autres, il y a Pessac, je vois, et Métropole de Bordeaux. Ah, et Métropole, tiens, ça va nous rappeler de Bordeaux. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, merci pour votre présentation.
et de votre expérience, de cette restitution d'expérience. Mais bon, vous êtes quand même en position de force, d'une certaine manière, un 4e mandat, vous êtes professionnel de santé, je suis moi-même professionnel de santé, et puis vous avez un maire qui vous suit dans les arbitrages budgétaires, avec cette chance de pouvoir coordonner le reste des délégations, et donc de mettre de la santé, ce qui me semble tout à fait normal et logique, en toute transversalité, parce qu'elle y a complètement sa place. Alors, pour ma part, j'ai tenté, c'est mon 2e mandat d'élu, et j'ai la délégation santé et logement, j'avais la délégation santé et petite enfance, et je suis par ailleurs conseillère à Bordeaux Métropole. J'ai tenté, lorsque le maire m'a refait confiance et m'a demandé de rester sur la liste, justement de plaider cette cause et de faire en sorte que la santé sorte du CCAS en développant des arguments forts qu'il a entendus, mais que malheureusement, cet arbitrage n'a pas été fait en ma faveur, et je reste donc avec un budget de 10 000 euros, donc je peux vous le donner, de 10 000 euros par an pour des actions santé que nous faisons et qui sont multiples. Effectivement, je rejoins l'adjointe de Bordeaux qui a dit que nous faisons beaucoup d'actions, mais qui ne sont pas étiquetées santé, mais qui pourraient avoir, dans le cadre d'un pôle d'animation, cet étiquetage, ce qui serait bien pour nos administrés. Donc voilà, en guise de préambule. Alors, on a la chance à Bordeaux, on a signé lors de la précédente mandature le contrat local de santé avec beaucoup de partenaires, sans l'éducation nationale, effectivement. Donc, nous ne pouvons toujours pas avoir accès au collège et au lycée, alors que les actions de prévention, à mon avis, doivent commencer à ce niveau-là. Nous avons un chargé de mission santé au CCAS qu'il faut coacher, qu'il faut aider, enfin, je vais pas dire qu'il n'est pas compétent, c'est pas le mot, mais bon, il a peut-être pas la même envie que nous de faire avancer nos dossiers. Et moi, je voulais vous poser comme question, comment faire pour adhérer au réseau des villes santé? Je pense que je pourrais trouver ça sur Internet, mais si vous pouviez me dire ce que vous avez fait. Pascal vous l'a mis sur le chat. Très bien. Et moi, pour l'instant, pour cette mandature, j'ambitionne de mettre en place, justement, pour entrer dans cette démocratie participative et faire en sorte que les habitants puissent nous donner des orientations par rapport à ce qu'ils voudraient, de mettre en place un conseil local de santé. Et j'avoue que du point de vue méthodologie, eh ben, notre chargé de mission ne sait pas trop comment faire. Et j'ai peur que les choses traînent et que pendant toute cette mandature, nous ne puissions pas le mettre en place. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Nous, un CMS, il n'est pas du tout envisageable parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il coûte cher, même si la santé n'a pas de prix, comme on a l'habitude de dire. C'est un service, c'est pas quelque chose qu'on doit quantifier. Mais nous avons la chance d'être sur un territoire où nous avons quand même un maillage de généralistes, de spécialistes, et puis le CHU. Le CHU de Bordeaux. Donc, le problème ne se pose pas en ces termes. Mais vous avez rappelé l'historique. C'est vrai que CMS était surtout fait dans les années 70-80, souvent par des mairies communistes. Plus que socialistes, voilà, par des mairies communistes. Donc, nous, à Pessac, c'est pas quelque chose qui me semble pour l'instant comme étant indispensable. Mais par contre, faire en sorte que la santé puisse irriguer l'ensemble des délégations des collègues et lui donner cette place que vous avez réussi à lui donner, comme on dit, on est preneur, même si on sait que c'est difficile. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour un simple conseil local de santé où, dans notre tête, ça serait des professionnels de santé, des habitants, voyez, de manière à ce que ces problématiques santé puissent être discutées, eh ben, on a du mal à le mettre en place. Et enfin, dernière initiative, mais là qui vient de Bordeaux Métropole, où nous sommes quelques élus qui ont la délégation santé. Nous allons avoir une première réunion la semaine prochaine de mémoire pour justement essayer de créer un premier réseau des élus santé. Donc, nous sommes en train tout à fait d'aller dans votre sens. Merci encore pour votre présentation et pour votre restitution d'expérience. Alors, pour le contrat local de santé, on a un prochain webinaire. Où est-ce qu'il est, Étienne? C'est le webinaire qui est fait par Alexandra. Alors, laissez-moi vérifier. Il me semble que oui.
On a un prochain webinaire justement qui bien ça, c'est bien ça, oui. Qui va traiter des contrats locaux de santé, des CLSM, enfin voilà, de ce genre de choses. Cela étant, vous pouvez m'écrire ou écrire à Pascal et on peut vous donner des tuyaux, on va dire ça comme ça, pour comment on a monté un CLS et qu'est-ce qu'on a mis dedans. D'ailleurs, on peut envoyer notre contrat local de santé à ceux qui nous le demanderaient. Signalez-vous et on va l'envoyer à Étienne et puis Étienne, notre permanent, et puis que je remercie au passage d'être là et de faire tout ça. Oui, je peux centraliser les demandes et les envois et vous faire remonter ensuite. Donc, voilà. Vous avez mon mail normalement si vous êtes inscrit. On peut envoyer comme ça. Je peux gérer ça. Vous avez dit tout à l'heure dans l'histoire de l'éducation nationale, c'est moi qui ai vraiment voulu que ça rentre, qu'ils soient signataires, parce que c'est la porte possible pour, même si on travaille collège-lycée, on travaillait déjà un peu avant, mais c'est la porte officielle pour bosser avec eux. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant qu'on a réussi notre histoire de vaccination, mais là, c'est pas de la faute de l'éducation nationale. Quoique, il y a quand même 2 principaux qui n'ont même pas répondu du tout à nos propositions de créneaux horaires pour vaccination des gamins. Ce qui pose quand même un petit sujet. Mais je ferme la parenthèse vaccin parce que sinon, je vais y passer aussi beaucoup de temps. On avait Karine qui a levé la main. Daniel, est-ce que je peux compléter? Vas-y. Oui, moi, pour avoir travaillé dans d'autres villes qu'Évry-Courcouronnes avant, je pense vraiment que, alors je reviens sur les techniciens, mais c'est aussi vos appuis. Le fait d'avoir des techniciens qui sont en capacité de monter des demandes de subventions, et dans les 3 villes où j'ai travaillé, le fait de pouvoir partir et de dire, commencer à Évry, Daniel, quand je suis arrivée, on avait 5 000 € de budget à la santé. Hein. On est aujourd'hui à 150 000 €, parce qu'en fait, le fait de pouvoir... 5 000 plus le centre de santé, Pascal, quand même. Plus le centre de santé. Oui, en budget de fonctionnement, on était sur... excuse-moi, Daniel, en prévention. Le fait de pouvoir aller travailler avec l'ARS, d'aller récupérer des subventions, et ça permet aussi, si on arrive d'année en année à dire, voilà, on a récupéré au départ 20 000 € et l'année prochaine 30 000, 50 000, c'est aussi une façon je pense, de justifier vis-à-vis de vos collègues élus et notamment des finances, de justifier une augmentation de budget et une place de la santé dans la collectivité. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail un peu de fourmi à faire et de partenariat, de se faire reconnaître par l'ARS comme un partenaire efficace pour monter des actions avec des professionnels compétents, quoi. Je veux dire, c'était une remarque de cet ordre-là. Il faut aller chercher les sous, hein, ça c'est sûr. Moi, par exemple, je gérais il n'y a pas longtemps encore la caisse des écoles qui gérait le dispositif de réussite éducative. Oui. On avait conventionné avec l'ARS sur des histoires d'addiction aux écrans, etc. On a eu 10 000 balles. Enfin voilà, on peut avoir, pas seulement par le budget de la ville, mais on peut cumuler des aides. Sur le conseil local en santé mentale, on a une partie de poste financée par l'ARS. C'est sûr qu'il faut aller les chercher. Mais ça, on peut aussi vous dire ce qu'on est allé chercher et où. Alors, Karine, pardon. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis maire adjointe en charge de la santé, du bien vivre et du bien vieillir à la mairie d'Annecy. Alors, je me retrouve un peu dans peut-être les mêmes circonstances que sur la ville de Bordeaux, puisque c'est aussi une ville qui a basculé écologiste aux dernières municipales après une histoire de centre droit. Et aussi, c'est une ville particulière parce que c'est une ville qui a fusionné il n'y a pas longtemps, juste avant nous. Voilà, en 2017. Et donc, c'était 6 communes. C'était 6 communes qui ont fusionné en une. Donc, chaque commune, dans l'histoire, avait ses habitudes et son mode de fonctionnement. La santé, c'était sur la commune historique d'Annecy. Il y avait quelque chose autour de la santé. Puis, à la fusion des communes, en fait, ça a disparu. Il n'y a plus eu de service santé. Et là, cette santé, donc on avait un médecin de santé publique qui a été basculé du côté jeunesse. Et donc, tout ce qui concernait la santé a été uniquement réalisé autour de la jeunesse. Alors,
il y avait beaucoup de choses de fait, et je rejoins ce que j'entendais tout à l'heure par rapport à Bordeaux. En fait, la santé, il y a beaucoup d'actions depuis très longtemps sur Annecy, même sur les communes, les autres communes déléguées de la commune nouvelle. Mais en fait, ce n'est pas identifié toujours comme santé. Et donc, moi, je me suis retrouvée à arriver dans ce premier mandat sans personnel, en fait. Il n'y avait pas d'agent de la ville orienté santé, dans une direction qui s'appelait direction senior. Alors bon, j'ai en charge les seniors aussi, mais en fait, on avait un gros budget senior et pas du tout de budget santé, avec des petits budgets santé sociale, santé jeunesse. Et donc, ça a été quand même la première année de mandat, un gros travail de rassembler la santé, déjà de faire basculer ce médecin de santé publique comme coordinatrice des politiques de santé sur la ville. Et donc, c'est la seule personne réellement qui est autour de la santé, qui travaille. Alors, ce que je lui ai demandé, en fait, cette première année, ça a été, et le Covid a beaucoup aidé, c'était d'aller chercher de l'argent, parce que sinon, je me suis dit que j'allais rien pouvoir faire de mon mandat quasiment. Et donc, elle a répondu à des appels à projets. Donc, le premier appel à projet, ça a été il y a une petite année, enfin, oui, en novembre, il me semble, dernier, pour un appel à projet de l'ARS qui proposait faire de la prévention autour du Covid. Et donc, en fait, on a créé des postes d'ambassadeurs de santé, ce qui nous a été utile ensuite quand on a ouvert le centre de vaccination pour guider les gens, pour les accueillir. Et, petit à petit, les postes ont été transformés. Mais ça a mis la santé déjà assez visible tout au début de mon mandat. Ensuite, on a répondu à un appel à projet aussi de l'ARS sur les perturbateurs endocriniens. Donc, on a quand même eu 70 000 € pour les ambassadeurs de santé, puis 20 000 € sur la prévention des perturbateurs endocriniens dans les crèches. Donc ça va bientôt commencer. Et puis ensuite, un gros appel à projet, 1000 DK, justement, où on a eu 150 000 € sur 3 ans, ce qui va nous permettre de créer déjà un poste, un bon mi-temps sur la politique de santé autour des addictions. Et puis maintenant, un commencement de conseil local de santé mentale où l'ARS va aussi financer a priori un quart-temps pour commencer. Mais voilà, ça a été une année où il a fallu surtout aller chercher des sous. Mais en tout cas, même médiatiquement, j'ai trouvé que le Covid, c'était quelque chose c'est malheureux, mais en même temps, ça a permis à la santé d'être repérée comme quelque chose d'essentiel. Et du coup, par rapport à d'autres élus, même si je suis que 10e adjointe, par exemple, j'ai quand même été régulièrement interviewée dans le journal à chaque fois qu'il y avait. Ça a énormément facilité l'installation, les réunions avec le préfet hebdomadaires, les réunions avec le directeur de l'ARS. En termes de relations, je pense que ça a propulsé la santé au premier plan. Voilà, c'était juste pour témoigner. Et puis merci. Mais vous avez raison sur l'histoire du Covid. Évidemment, ce n'est pas terrible, mais ça nous a placé d'ailleurs, tous les collègues adjoints ou élus santé dans toutes les villes. On est monté d'un cran quand même. On discute. Oui. Le directeur de la préfecture vous appelle pour avoir des gens à mettre dans leur centre de vaccination. Et il vous rappelle le lendemain, l'ARS. On se parle, on s'écrit par SMS. Ça a beaucoup changé par rapport. Moi, avant, le directeur de cabinet du préfet ne m'appelait pas. Là, il m'appelle pour la vaccination une fois par semaine. Et encore, évidemment, il vient nous demander des postes. Mais non, mais blague à part, ça a repositionné, y compris dans les équipes d'élus, ça a fait remonter la santé. Forcément, les gens, ils avaient besoin de vaccins, ils ont bien compris, la grand-mère. Non, mais sérieusement, ça s'est quand même passé comme ça. Mais par contre, là où ce qui est très bien de ce que vous dites, c'est que ça fait très peu de temps que vous n'êtes pas élu depuis très longtemps. La fusion des communes, c'est assez hallucinant que la santé ait disparu au moment de la fusion, alors que nous, à l'inverse, c'est monté. Mais en un an de temps, vous avez été chercher pas mal de pognon quand même, de ce que vous dites. Alors, les 1000 DK, machin, l'ARS, etc. C'est exactement ça qu'il faut faire. Sinon, vous n'avez pas de marge. Ça viendra pas du but des villes. Au début, on me disait oui, mais ça va être un poste que pour 3 ans pour la 1000 DK. Il faut prendre. C'est ce que je me suis dit. Voilà, alors, tant pis, on trouvera quelqu'un qui voudra travailler 3 ans. Et puis, quand ça sera installé, ça deviendra indispensable et on trouvera l'argent. Nous, on avait des choses comme Pascal, par exemple, ou même la santé mentale, qui était au départ sur 3 ans, que l'ARS a continué, parce que ça s'impose, en fait. Donc, il faut enclencher, mais vous avez fait déjà beaucoup. Il y a, c'est Odile, le prince, mais je ne sais pas si c'est Odile. C'est Olga Florence.
D'accord. Alors, d'accord. Donc, Olga Florent, donc Olga, oui, parce que vous avez bonjour à tous. Levé la main depuis longtemps. Bonjour à tous et merci parce que vous me donnez un peu plus d'espoir dans ma mission. Alors, moi, je suis conseillère municipale depuis 4 mandats d'une petite commune de 300 habitants, mais je suis vice-présidente du Pays de Loire-Touraine et je salue mes collègues du 37 parce que j'ai vu que nous étions nombreux à participer, je m'en réjouis. Et je suis en charge du contrat local de santé. Donc, on écrit le 2e contrat local de santé et pour cela, j'ai une chargée de mission. Et la pauvre chargée de mission, elle fait ce qu'elle peut, elle court dans tous les sens, mais j'ai du mal à raccrocher bon nombre d'élus ou de Comcom. Nous avons 4 communautés de communes, 55 communes, au total 107 000 habitants. Donc, pour vous donner un peu la dimension, nous avons 3 CPTS et on a une CPTS qui me pose question parce que les CPTS, elles ont quand même un bon magot financier à gérer qui leur permettent de faire bon nombre d'activités, d'animations, etc. Et j'ai une CPTS qui va dans tous les champs, et notamment les champs qui sont un peu dévolus après plutôt au côté animation, contrat local de santé. Donc, il y a des histoires de pouvoir avec cette CPTS ou de place ou de prévalence. Il y a des histoires aussi de nouveaux élus, présidents de Comcom, qui ont tous ou sont en train d'écrire leur projet de territoire et qui n'ont pas forcément mis un registre santé. Et moi, j'ai beaucoup insisté, c'est le 2e CLS que je construis, donc la 2e génération, et j'ai insisté pour avoir des élus santé référents dans chaque commune. Pourquoi? Parce que je crois profondément justement à cette évolution que vous décriez, mais je bute à trouver de la disponibilité parmi mes élus référents parce qu'ils sont pris de partout et qu'on court après le temps, après nos agendas, etc. etc. Voilà un petit peu, bon, c'est un peu une complainte, mais c'est aussi porteur d'espoir. Et en vous entendant, je vais demander à l'Association des maires d'ouvrir une rubrique santé. Alors, le souci, c'est que je ne suis pas maire et qu'ils ne vont pas vouloir que ce soit moi qui le pilote. Mais bon, je vais voir avec eux un peu comment faire. Vous pouvez demander à votre maire qui vous délègue. C'est plus compliqué. Mon maire, il est sur d'autres fronts et c'est mon mari. Donc, Pardon. Justement, il peut vous laisser une petite partie, non? Ouais, voilà, je vais. Sur l'histoire de la CPTS qui va au-delà de ce qu'il devrait faire, là, et puis les histoires parce que vous avez raison, sur les histoires de petits magots, là, il y a des choses qui se passent autour de ça. Je pense qu'il faut aller gratter un peu. Mais là, c'est directement à l'ARS qu'il faut téléphoner en disant attendez, je pense qu'ils sortent de leur champ de compétences. Alors, l'ARS, je les connais bien. J'étais avec eux-mêmes à l'Assemblée générale de cette fameuse CPTS et ils apprenaient plein de choses et pour autant, ils n'ont rien dit. Et pour vous dire, au niveau du CLSM, ça fait plusieurs années qu'ils nous demandent de l'inclure dans le CLS, mais sans financement supplémentaire. Donc, pour l'instant, moi, j'ai freiné parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais ils ne veulent surtout pas… il faut trouver des sous, mais ils ne veulent pas nous en donner. Enfin, ils donnent bien de l'argent au CPTS pour faire des trucs… c'est plus les CPM, ouais. Le CLSM, si vous n'avez pas un peu de sous pour un poste, personne ne peut faire de coordination. Ça, c'est pas possible. Voilà, mais ils me demandent à moi, CLS, et à ma chargée de mission de le prendre en compte. Là où je vous admire, par contre, c'est que je ne sais pas comment vous faites, enfin, vous faites aussi apparemment, mais 55 communes, des communautés de communes et je ne sais pas combien de… Oh là là, mais ça doit être terrible. Mais ça représente 107 000 habitants. Hein. C'est vrai que c'est des petites… Oui, mais je pense que c'est plus facile d'être maire adjoint à la santé dans une ville de 105 000 habitants que dans un assemblage de 55 communes avec des maires différents, des histoires, des trucs. Tout à fait, parce que chacun a un peu sa zone d'intervention. Donc, il faut fédérer tout ça, oui. Donc, bravo quand même, parce que là… Bon, alors, cela étant, je vous ai montré un truc qui fonctionne, et c'est vrai que ça fonctionne, et je vous ai épargné mes coups de gueule, mes hurlements, mes engueulades, mes claquages de porte, mes trucs qui ont dit au maire. Alors, le premier maire avec lequel j'ai travaillé s'appelle ni plus ni moins que Manuel Valls, qui a été, évidemment, tout le monde sait, Premier ministre après. Bon, ce n'était pas toujours facile avec Valls, vous pouvez imaginer, mais il m'a toujours fait totale confiance. Donc, il m'a toujours donné les clés. Il n'y connaissait pas grand-chose dans les histoires de santé, mais il m'a toujours fait confiance.
Mais le nombre de fois où j'ai dit, si ça continue, je rends ma délégation, parce que de toute façon, j'arrive à rien. Bon, voilà, comme on a tous pu faire à un moment que le jour où la coupe est vraiment pleine et qu'on voit qu'on y passe un temps de fou, mais qu'on n'avance pas, c'est très, très frustrant. C'est frustrant quand on n'avance pas, c'est frustrant quand on n'est pas compris par les collègues, c'est frustrant quand le maire ne vous comprend pas. Alors là, c'est le pompon. Et si le DGS ne vous suit pas, que les services s'en mêlent et qu'ils n'avancent pas, vous vous dites, bah, attendez, je ne sais plus à qui j'ai dit cette semaine, bah, écoutez, je crois que c'était au... Je ne me rappelais plus pourquoi c'était, tiens, je l'ai oublié. Et je dis, bah, si c'est ça, si vous n'avez pas besoin d'élus, débrouillez-vous entre les services et le cabinet. Moi, je repars en vacances ou je m'occupe de mes petits-enfants. Enfin, on peut faire aussi autre chose dans notre vie. Donc, en général, quand vous dites, ça commence, forcément, ça va. Mais on est tous passés par là, tous. Je ne connais aucun élu qui n'ait pas cet apprentissage de la frustration qui est super dur. On est là pour la je crois que c'est... Ah oui, si, je sais pourquoi j'étais en colère, c'est parce que il y avait la semaine du développement durable et personne ne m'a demandé les éléments. Figurez-vous, comme quoi tout n'est pas merveilleux. C'était juste pour vous donner un exemple. Et je vois arriver les éléments par la com, la communication qui me dit, au fait, est-ce que tu es au courant? Comment ça, au courant? Je suis au courant de rien. On est 5 élus à la transition écologique. La fille, elle a cru bien faire. Elle a juste oublié de demander aux élus l'orientation politique d'une semaine développement durable avec des élus écolos qui plus est. Vous voyez à peu près Et c'est là que j'ai dit, bah, si vous n'avez pas besoin des élus, débrouillez-vous entre les services et le cabinet et la communication. Et moi, je repars en vacances. Là, j'ai vraiment monté le ton. Il dit à la DGS, c'est fini, c'est la dernière fois, etc. Vous voyez, même avec première adjointe, même avec tout ce que je vous ai raconté avant. Je pense qu'elle a zappé, enfin, elle n'a pas compris. Et je lui ai dit à Claire, c'est notre premier vraie semaine développement durable de ce mandat, puisque l'année dernière, avec le Covid, il n'y a rien eu. On est 5 élus, priorité number one de la mairie, et tu ne demandes pas aux élus les priorités, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, elle n'avait pas compris, en fait, parce que entre le rôle d'élu qui donne l'impulsion, je n'ai pas dit que j'allais lui faire la liste, mais donner l'impulsion, elle pouvait mettre mes perturbateurs endocriniens, par exemple, dedans, mais elle ne l'a même pas mis. Quand même, bon. Donner l'impulsion et les services qui font. Ça, même avec des services qui ont l'habitude, même avec des services anciens, et j'ai envie de dire encore plus quand ils sont anciens, c'est super dur de voir arriver une nouvelle élue, une nouvelle équipe municipale, un nouveau maire. Mais chaque fois, je leur dis, mais vous n'avez pas vu que le maire a changé? Enfin, vous n'avez pas vu que ce n'est plus les mêmes élus qu'avant? Alors encore plus quand il y a un changement politique. Mais ça, c'est notre lot à tous. Enfin, franchement, pour vous dire que j'ai beau voir la vie en rose quand je vous présente tout ça, c'est vrai que sur les sujets santé, je suis particulièrement plus protégée. Mais sur d'autres sujets, voilà, il m'arrive de piquer mes coups de colère quand on pond la semaine du développement. Et encore, parce que le chef de cabinet me l'a envoyé en me disant, au fait, est-ce que tu l'as vu? Ah non, je ne l'ai pas vu. Et donc, c'est là que j'ai piqué ma crise. Sinon, ça me passait totalement à côté. Vous voyez. Donc, on est tournant. Voilà, pour minimiser les doutes. Il y a Gilbert qui voulait... Ah non, pardon, j'ai vu. Alors, oui. Si Gilbert avait levé la main tout à l'heure. Et puis, Daniel, pour rebondir sur ce que disait... il y a monsieur, oui, je vous ai vu, monsieur Onivet, je vous ai vu. Et alors là, c'est super compliqué après ce que tu viens de dire sur les services. Et, non, mais c'est pas. Oui, il faut bien que je le dise quand même, parce que c'est vrai. Ah ben oui, complètement. Et puis on y fait quand même, on y fait gaffe en tant que service. C'était de dire que par rapport aux services qui peuvent avoir besoin de soutien, il y a des associations comme Fabrique Territoire Santé, à laquelle la ville d'Évry-Courcouronnes a adhéré, et qui est vraiment ressource. Oui. Pour tout ce qui est projet de territoire, tout ce qui est territoire et santé, qui peut être vraiment ressource pour les techniciens. C'était juste ça que je voulais dire. Oui, elle a raison Pascal, parce que là, aujourd'hui, on est dans notre association ESPT. Il faut que nous, on apporte et fait qu'on ait aussi, nous, cette logique-là de territoire et de ressources entre nous. Voilà, excusez-moi. Non, mais tu as raison, parce que tout ce que j'ai dit sur les réseaux d'élus sont des réseaux d'élus. ESPT, la MIF, l'AMF, etc. Et les techniciens, ils ont aussi besoin d'avoir des espaces pour eux, ceux dont tu parles, mais aussi au réseau des villes santé OMS, ça travaille beaucoup avec les techniciens. Le réseau des villes santé OMS, quand vous posez une question au réseau, les permanents du réseau retransmettent à tout le réseau et chacun peut répondre à l'autre, etc. Bon, il y a ce genre d'échange. Et on a des groupes de travail entre techniciens sur certains sujets, et ça, c'est important aussi, parce que après, on est technicien, on a nos compétences à chacun, nos formations à chacun, mais vous avez besoin, vous, d'être épaulés par des techniciens qui peuvent échanger, qui peuvent progresser aussi dans leurs compétences. Et c'est important de pouvoir s'appuyer sur ces réseaux-là, quoi.
Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les services et pour ma fameuse semaine du développement durable, c'était pour vous raconter que moi aussi, je pouvais piquer des coups de gueule. C'est évidemment, ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend beaucoup de l'histoire, etc. J'ai jamais ce genre de problème avec Pascal et Charles Bezeau que vous avez, qui est avec nous. Non, mais c'est vrai, Pascal. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on s'entend. Il faut dire les choses comme on a une fluidité toutes les deux, oui. Quand ça fonctionne très, très bien. Mais pour le coup, vous voyez quel est le poids d'un directeur de la santé quand même, hein, enfin, dans une ville comme ça, qui travaille tous azimuts, c'est-à-dire avec les collègues, avec les services, avec les partenaires, avec machin, et y compris dans les réseaux. Alors, Monsieur Nivet, pardon, excusez-moi pour le retard. Oui, bonjour. Moi, je suis simple élu municipal à la commune de Vouvray, une petite commune viticole qui fait partie du Santé Pays de Loire de Haute-Florence. J'étais avant dans le monde de la santé, très actif, professionnel. Je me suis fait débaucher pour être conseiller municipal et délégué à la santé. Et je découvre, entre guillemets, une usine à gaz pour moi, avec d'abord un canton qui ne correspond pas du tout aux communes de la communauté de communes, une communauté de communes avec des communes du nord au sud qui n'ont aucun moyen de transport, rien en commun avec la Loire qui les traverse. Santé Pays de Loire, dont a parlé Olga Florence, qui va d'un petit village du sud à Céré-Laron jusqu'en haut, les Ermites, 130 km de distance, avec aucun lien les uns avec les autres. Et là-dedans, un CLS, où je veux bien, moi, participer sur l'environnement, tout ce qui est les axes qui sont. Bon. Et mais moi, mon rôle là-dedans, en tant qu'élu municipal, ancien médecin dirigeant d'une grosse entreprise universitaire, je ne vois pas où je peux mettre un doigt, où je peux être utile, si ce n'est peut-être aider une petite grand-mère à côté de chez moi à avoir les repas à domicile ou faire travailler je sais pas quoi, les soins palliatifs à domicile, mais rentrer dans tout ce système-là, je vois les difficultés d'organisation. D'abord, notre place, je n'ai toujours pas bien compris ma place, si ce n'est celle de quelqu'un qui a un petit peu d'expérience en santé. Je ne vois pas du tout comment je peux être utile. Alors, j'admire votre présentation dans des systèmes périurbains avec des loyers, etc. Quand on est dans des toutes petites villes où le social est de l'ordre de 2, 3, 4 000 euros au niveau de la commune, d'aide pour aider quelques familles, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et donc, je pense qu'il y a d'autres endroits en France, dans des endroits plus ruraux. Encore nous, on est périurbain d'une métropole qui est Tours. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont réglées sur le plan santé par l'aspirateur qu'est le CHU et les grosses cliniques de la ville. Bon. Mais j'avoue qu'il est très difficile de trouver sa position. C'est pour ça que je m'étais inscrit à ce webinaire, de trouver sa position, même si on est assez volontaire pour faire un certain nombre de choses, si ce n'est au risque de s'éparpiller dans plein de petites choses. On va à des réunions où pendant 2 heures, il ne se passe rien, où des gens présentent un projet. Je vous donne un exemple. Dans le CLS de notre Santé Pays de Loire, là, sur certains projets, il arrive que les réunions initiatives du projet, etc., on soit 2 élus sur les 50 qu'on devrait être. C'est dire déjà la motivation des élus responsables de leur santé pour aller assister à cette réunion l'après-midi entre 20 et 50 km de chez eux, où on va élaborer un projet sur, je ne sais pas quoi, moi, environnement et maternelle et cantine, etc., où chacun ne va pas très bien voir ce qu'il va faire. Bon. Et ça alors c'est vrai que l'État on crée des structures très bien faites, mais l'administration n'aime pas trop les points-virgules. Il faut dire que dans certaines régions, je pense que la mise en musique est difficile, malgré l'énorme énergie qui est faite. La déléguée de l'ARS au CLS, cette jeune femme est très, très dévouée, fait ce qu'elle peut, mais elle dit d'emblée, moi de toute façon, je n'ai pas d'argent à vous donner, j'ai qu'un peu de temps et je n'ai pas de moyens pour vous. Alors, bon, quand on arrive comme élu municipal dans un système comme ça, on se dit, bon, déjà, ça va être un petit peu difficile. Voilà, c'était peut-être un petit coup d'humeur. Mais il y a votre collègue Pays de la Loire, Tourelle, là, qui était en train de... Olga Florence, là. Ah, le pays du chef. C'est pour ça que je disais, vous êtes courageux, parce que des trucs avec 50 communes, avec en plus des centaines de kilomètres, 50 ou 100 km, là, pour le coup, faites des réunions en visio, ça vous verrez plus de monde. Mais non, mais... Oui. Je pense que ça m'a regardé aujourd'hui, on n'aurait pas fait de visio, on aurait fait une réunion à Paris, on ne serait pas autant autour de la table. On n'aurait pas fait forcément le déplacement, c'est ça que je voulais dire. On va relocaliser et puis après mutualiser un deuxième temps. Oui. Alors, Stéphanie et Gilbert, tu as levé la main?
ou c'est l'icône qui est Oui, là? mais laisse parler, moi je finirai si tu veux. Tu parleras à la fin, d'accord, ok. Stéphanie, et puis après on va peut-être regarder l'horloge quand même. Oui, je voulais juste dire un petit mot de mon perchoir de Montrouge, donc ville de banlieue des Hauts-de-Seine, où nous avons la chance d'avoir à la fois un centre municipal de santé, un service de maintien à domicile, un service de soins infirmiers à domicile, un centre de planification familiale. Nous sommes très chanceux. Ça fait une centaine de professionnels qui s'occupent de santé dans les services municipaux. Donc voilà. Cependant, on se rend compte que parmi les professionnels de santé du CMS, il y en a qui s'en vont et il n'y en a pas qui reviennent. On a un mal fou à les recruter. À Montrouge, on est presque un désert médical, pas encore tout à fait selon l'ARS, mais pas loin, ça ne va pas tarder. Donc, on a demandé un diagnostic territorial justement de santé à l'ARS avec un projet de CPTS. Et le petit point sur lequel je voulais juste appuyer, c'est que je pense que c'est aussi mon premier mandat et j'ai la chance d'être adjointe à la santé. Et ce que j'ai compris de mon rôle, c'est beaucoup la question de créer des partenariats avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et à Montrouge, on a beaucoup de choses, mais pas d'hôpital. Donc, on a créé pas mal de partenariats avec les hôpitaux voisins, notamment pour faire des consultations avancées dans notre CMS. Et aussi pour recruter des étudiants en service sanitaire pour faire de la prévention dans les écoles, ce qui est quelque chose de nouveau, mais qui est devenu obligatoire pour tous les étudiants en santé. Et c'est probablement une source peut-être pour des petites communes avec peu de moyens, parce que c'est gratuit, hein, ils sont obligés de le faire et donc ils viennent gratuitement faire le boulot, à condition qu'on leur donne un peu de sous et peut-être qu'on les aide à se transporter. Voilà. C'est juste que je voulais dire. Mais alors, effectivement, Montrouge, ça fait partie des villes, ce qu'on appelait dans le temps, les années après-guerre, la ceinture rouge de Paris. Et que, en partie, par exemple, oui, même si on est en centre droit depuis très longtemps, donc depuis les années 50. Oui, mais il y a des histoires, dans certaines communes, pardon, oui. Alors, il y a des histoires. Moi, j'ai fait ma fac de dentaire à Montrouge, puisque c'est au coin de la rue de chez vous, là. Il y a des histoires dans certaines villes, les ex-villes communistes, qui heureusement ont construit dans ces époques-là des centres municipaux de santé, etc. Heureusement, parce que dans les banlieues d'aujourd'hui, il n'y aurait pas ça. Je ne sais pas comment concrètement on ferait pour une offre de soins. Voilà. Et comme vous dites, il y a les départs à la retraite, on n'arrive pas à remplacer, etc. Le truc qui marche en ville, mais je ne parle pas de la médecine salariée, mais je parle de la médecine de ville, c'est quand même quand dans une ville, on arrive à créer des vrais MSP, les MSP labellisés MSP, et que la MSP, une de ses obligations, dans le cahier des charges des MSP, le truc qui marche très bien, c'est de forcer les gens à prendre des internes de médecine générale en stage, et que quand même, nous, on a vu, dans les 3 MSP qu'on a, une 4e qui arrive, 5e bientôt. C'est grâce à ça que les internes de médecine G qui ont fait, il y a certaines MSP, on en a vu passer 5, 10, 12, etc. Et ben dans le tas, on a une MSP pas loin de chez nous. 2 sont partis à la retraite. Heureusement qu'ils avaient pris des internes qui finalement sont restés. C'est le truc qui permet de garder des structures pour éviter que ça ferme. Parce que sinon, ça ferme. Là, le gars, il met la clé sous la porte, il ne vend pas et puis il s'en va. C'est l'atout des MSP, plus l'histoire de la délégation de tâches vers les infirmiers de la même MSP qui dégage le médecin de temps, etc. Bon, vous connaissez ça. C'est un des. Mais par contre, pour le salariat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à part monter les salaires ou leur donner des conditions de boulot, c'est pas si facile. Tu dis quoi, Francis, pour Montrouge? Ah oui, j'ai pas vu, pardon. Non, c'est simplement, je pense qu'effectivement, c'est un des sujets qu'on a abordé, que j'ai abordé hier. J'avais une réunion hier matin avec le CNOM au nom de l'AMF et comment dirais-je, revivifier le système de consultation avancée dans les structures locales à partir des centres de gravité que sont les gros hôpitaux est quand même une très très bonne initiative parce que financièrement c'est relativement équilibré
parce que la contractualisation avec des grosses structures permet, comment dirais-je, financièrement d'équilibrer les choses, et ça permet effectivement, d'avoir une offre de soins que parfois on n'a pas, en particulier en termes de spécialité. On sait par exemple, dermato, rhumato, c'est une catastrophe, et ça permet effectivement de travailler avec des grosses structures qui viennent consulter sur les centres municipaux de santé ou sur d'autres centres. Donc voilà, c'est pour ça que je demandais, merci à Pascal d'avoir répondu en ce qui concerne Évry-Courcouronnes, et je voulais savoir ce que Montrouge, avec quelle structure Montrouge avait contractualisé, mais je pense que c'est un dispositif qu'on peut mettre en place France entière. Avec quel hôpital, Stéphanie, du coup, chez vous? On travaille avec Paris-Saclay, le GHU Paris-Saclay, et puis un peu avec l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital privé à Paris, dans le 14e. Ouais. Voilà. L'histoire des consultations avancées, c'est super important parce que nous, par exemple, encore que moi je trouve qu'on n'en fait pas assez, mais bon, on avait ce que j'ai dit tout à l'heure sur diabéto-endocrino, c'est super important. Il y a beaucoup de diabétiques, ils n'ont pas de consultation, voilà, il n'y a pas de diabétologue. Juste Daniel, pour préciser qu'on n'est pas sur de la vraie consultation avancée. Non, pardon, c'est lui qui se déplace. On est sur un assistant partagé. C'est-à-dire que c'est un dispositif développé par l'ARS Île-de-France pour qu'on partage un assistant entre l'hôpital et 2 centres municipaux de santé. Mais on pourrait le développer pour d'autres spécialités, parce qu'il n'y a pas de dermato, parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo, enfin, ophtalmo c'est encore bon, bref, il y en a plein, il faut qu'on développe plus ça, et je trouve que c'est lent. Enfin, franchement, moi, ça fait des années qu'on est là-dessus, je trouve qu'on n'avance pas très, très vite. Voilà, bref. Oui, donc quelqu'un a dit alors le kit perturbateur endocrinien, j'ai noté Daniel de le récupérer auprès de Claire pour l'envoyer. Oui, alors j'ai pris le mail de Olga Florence, Pays de la Loire, là, Touraine. Il nous faudrait le mail de Daniel Bastide pour vous envoyer. On va demander à la personne des services de vous envoyer toute la doc perturbateur. Et puis sinon, oui, bien sûr, c'est très bien de se voir. Si on pouvait se voir une fois de temps en temps en présentiel, ça serait pas mal. Alors, on verra comment ça tourne tout ça. On va peut-être finir. Moi, je vous remercie évidemment toutes et tous. Hein. C'était très important d'avoir aussi l'éclairage. Alors, moi, j'ai le mien, bien sûr, de ma ville, puisque c'est moi qui préparais cette réunion. Et de savoir comment ça se passait justement quand on a 55 communes, quand on est dans une petite ville, une grande ville, et comment, voilà, c'était histoire d'impulser un peu, puis de vous donner d'abord peut-être un peu de courage quand même au passage, parce que des fois on réussit, et vous dire qu'il faut effectivement tenir bon, et que de toute façon, alors vous allez voir, hein, ça va être assez, enfin vous allez voir, les présidentielles arrivent, vous avez vu à la télé, on voit que ça, mais enfin à la télé et ailleurs, pour ma part j'espère qu'on ne parlera pas que d'immigration, mais parce que la santé, l'éducation, etc., on parle rarement de santé dans une élection présidentielle, rarement de santé. Là, peut-être quand même qu'avec le Covid, on va en parler, mais c'est là peut-être cette année la préoccupation majeure des gens. Donc, il faudra bien que nos candidats aux élections se prononcent. Il y a Karine qui a laissé son mail aussi, Pascal, pour les perturbateurs à Annecy. Mais Annecy, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, c'était notre modèle quand on a fusionné Évry et Courcouronnes. Donc, je me rappelle. Excuse-moi, Daniel, moi, je n'ai pas noté les différents mails. Je reverrai peut-être avec le collègue. Non, Pascal, on a les mails de tout le monde. Pascal, on a les mails de tout le monde pour l'inscription. Donc, pas de souci. Donc, je vous renvoie à vous. D'accord. Notre chargé de mission pourra donc vous envoyer. De toute façon, la séance a été enregistrée. Oui. Vous aurez également le lien pour l'enregistrement pour réécouter. Et on verra. Et on va envoyer. Parce que Gilbert. Alors, Gilbert, vas-y. Bon, alors moi ce que je voulais dire, hein, c'est pour ce webinaire, on a tapé un peu fort, hein, puisqu'on a quand même présenté un service de santé mature, hein, où il y a plusieurs années, plusieurs mandats, etc. Bon, ce n'est pas le cas de tous les élus à la santé, puisque moi le premier, hein, c'est mon premier mandat. Les situations sont hétérogènes, elles sont le fruit de l'histoire, elles sont le fruit de rencontres de personnes. Ce qu'il y a de commun,
c'est l'intérêt de travailler ensemble, c'est l'intérêt des réseaux. Alors, au niveau des élus, il y a deux réseaux. Il y a le réseau des villes, donc le réseau des villes santé OMS, où il y a à la fois les élus et les techniciens sur des thématiques, où d'ailleurs Albi y participe. Bon, il coûte un peu cher, hein, l'adhésion n'est pas donnée, mais enfin, c'est un investissement intéressant. Et il y a le réseau des élus santé publique et territoire, qui est un réseau beaucoup plus léger, un réseau où l'adhésion est relativement modeste et qui permet d'échanger entre élus. Et nous allons... même la possibilité de le dire, il faut quand même le dire, 1 euro pour 250 habitants, c'est quand même vraiment cher. D'accord, mais je ne suis pas un bon commercial, moi. Et donc, ça permet d'avoir des échanges à travers ces webinaires. Nous allons les développer dans le courant de l'année 2022. Une fois par an, nous avons une journée d'études nationales. Cette année, elle aura lieu le 15 décembre à Paris, sur le thème de la santé mentale. Étienne, tu peux me... Santé mentale, Covid, enfin, c'est toute l'idée de ce qui se passe après le Covid. Je crois que les élus... Comment ? En gros, c'est santé mentale et pandémie, quelle perspective? Donc, voilà. Quels sont les changements qui ont été induits par la crise? Ce qui est important, c'est de voir qu'être élu à la santé, c'est un travail de transversalité et un travail d'essayer de convaincre le maire, convaincre ses collègues, travailler avec. Nous avons quelques outils. Hein. D'abord, ces partages d'expériences que nous faisons à travers cet événement, mais aussi il y a la Fabrique de Santé, qui est une association qui promeut un certain nombre d'études, l'Institut Renaudot, le CCOMS pour la santé mentale, ou le RES, le réseau environnement santé. Donc, les élus ne doivent pas se sentir seuls. Or, pour moi, ça a été une expérience que j'ai faite lorsque j'ai pris, moi je suis un professionnel de santé, donc je connaissais un petit peu la santé publique puisque j'ai été formé là-dedans, mais au début on se sent un peu seul, et l'intérêt c'est ces réseaux qui nous portent, qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, probablement, nous ne serons pas beaucoup arrivés au niveau de ce que font Daniel et Pascal, ça c'est évident, hein, puisqu'il faut du temps, mais je crois qu'il faut espérer, et je pense, en tout cas, moi je vous invite à vous joindre à nous, hein, pour participer à cette aventure qui est d'essayer de faire développer la santé au niveau des élus. En tout cas, je vous remercie et je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion. Alors, il y a Karine, merci Gilbert, mais il y a Karine qui a demandé comment on fait pour adhérer. Donc, Étienne, tu vas pouvoir envoyer. De toute façon, on va vous envoyer aussi un petit questionnaire après, Étienne, sur qu'est-ce que vous avez pensé des webinaires, parce qu'il y en a encore 2 à venir. Tu peux redonner peut-être les dates, Étienne, moi je ne les ai pas en tête. Tout à fait. Alors, il y a le 16 ou le 17 novembre, le webinaire d'Alexandra Fourcade. Et Francis, alors, Francis, peut-être que vous pouvez me le dire. Moi, alors, le 8 décembre. C'est ça, voilà, le 8 décembre. Alexandra, c'était sur beaucoup les CLL, CLSM, les outils. C'est ça, sur les outils de santé au niveau local. Et Francis, c'est plus les missions essentielles et les actions. Donc, voilà, plus sur le diagnostic territorial et les actions basées sur un diagnostic territorial de santé. Alors, il y a peut-être des choses qui sont redites d'une série à une autre, enfin d'un mercredi à une autre des 4, mais comme ce n'est pas toujours les mêmes personnes, finalement. Voilà, donc il y aura un questionnaire pour vous demander ce que vous avez pensé de tout ça. On se permettra de mettre un petit bulletin d'adhésion, comme on dit, parce que c'est important, et puis même pour nous d'avoir plus de villes dans notre réseau d'élus, hein, évidemment. Et voilà. Et est-ce que donc du coup je pense qu'on a là pour le coup terminé. On est largement dépassé l'horaire. Je m'en excuse, mais c'est vrai que quand on démarre sur ces sujets-là, quand on est un peu passionné, et ben voilà, ça donne ça. Et c'était important de partager les expériences de chacun. Surtout garder le cap. Hein. Évidemment, vous n'arriverez pas à tout ça en 3 jours. Moi, c'est une affaire quand même très très longue. Et je suis en plus
professionnelle, d'abord, je suis militante de la ville, politique, professionnelle de santé. Voilà, ça donne aussi un peu, et puis habitant la même ville depuis très, très longtemps, depuis le début. Donc, ça joue aussi beaucoup dans les relations, les relations avec les autres et du coup, le poids politique. Merci beaucoup tout le monde d'être resté avec nous jusqu'au bout. À bientôt, on espère, en vrai ou en faux, ou en visio, et puis passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.